pour pouvoir évoquer la situation selon lui. Donc je rappelle le positionnement du camp qui est plutôt pro-sioniste, qu'on soit très clair, et si jamais vous voulez amener une voix dissonante, discordante face à Hulkan, vous êtes les bienvenus, donc voilà, on se respecte et tout, on se parle poliment, tout devrait bien se passer, et ainsi on pourra discuter du coup de la situation. Derrière ça, j'aimerais présenter des excuses aussi, car hier, je sais pas si les personnes vont écouter, qui étaient là hier, vont écouter ce soir, mais en gros, j'aurais dit peut-être par inadvertance des bêtises par rapport à cette histoire de missile sur l'hôpital. Alors je sais pas si j'ai dit ça, ça se trouve je n'ai jamais dit, ou ça se trouve je l'ai dit, peut-être en déconnant, je sais pas quoi, mais ça me semble bizarre, mais en gros j'aurais peut-être justifié l'attaque sur l'hôpital. Alors il me semble avoir dit qu'il me semblait avoir eu l'info que effectivement certains hôpitaux ou un hôpital en particulier couvrirait en fait une base du coup du Hamas et permettrait peut-être d'accéder alors, soit à des souterrains ou sinon peut-être voilà une sorte de base principale, etc. Et ils utiliseraient, semblerait-il, soit des écoles, etc. J'ai peut-être dit ça. Si j'ai dit peut-être aussi, ça se trouve j'ai peut-être dit que c'était justifié de bombarder un hôpital, ce qui me paraît assez étonnant, mais si j'ai dit ça, je vous présente mes excuses, parce que dans ce cas-là, j'aurais jamais dû dire une dinguerie pareille si jamais j'ai dit ça. Et si je n'ai pas dit ça, mais que vous avez compris ça malgré tout, je vous demande pardon de vous avoir laissé entendre ça peut-être au fond de vous. Donc c'est vraiment pas le but. Mon but c'est pas non plus de dire qu'il faut massacrer les gens, je sais pas quoi. Je suis aussi apte à reconnaître si jamais il y a quand même des choses qui dérapent, etc. Et si jamais demain on se rend compte que par exemple c'est l'État d'Israël qui a envoyé sur l'hôpital ce missile, je pense que je serai aussi l'un des premiers à dire ah ben effectivement ça pue ça par contre, et ce n'est pas très bien. Voire c'est un crime de guerre effectivement. Donc voilà, donc si jamais j'ai blessé certaines personnes, je tiens à le dire avant tout, ceux qui pourraient avoir compris ça, même si c'est pas ce que j'ai exprimé, mais qu'ils l'ont compris comme ça, pareil, je suis désolé de m'être mal exprimé à mon avis à ce moment-là, alors que c'était tout frais semblerait-il pour tout le monde hier soir quand on m'en a parlé une demi-heure après. Mais en gros, je préfère présenter des petites excuses. Donc Grégory Eschelli est déjà là, on va le recevoir dans quelques instants, on va se regarder quelques petites séquences du coup. Alors tout d'abord, on nous présente un enfant, du coup, la définition de la peur dans les yeux de cet enfant, enfant palestinien qui subit dans son pays un génocide, le monde entier doit se réveiller et faire appel à un cessez-le-feu immédiat. Imaginez 2 secondes que c'est votre enfant. Alors effectivement, un enfant traumatisé, qui tremble de partout. Alors après on n'a peut-être pas le contexte de la vidéo, ça peut être toutes sortes de choses, mais effectivement en territoire palestinien il y a beaucoup de bombardements, donc je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas effectivement totalement traumatisé, parce qu'un enfant, pour calculer la situation, même un adulte serait déjà choqué, donc un enfant aussi. Donc effectivement il y a pas mal de choses. Alors on voit beaucoup de choses qui apparaissent du coup sur internet, forcément. Donc on a le Twitter officiel du coup d'Israël, qui a son Twitter officiel, qui a publié plusieurs choses. Alors en gros ils ont documenté que c'était peut-être un missile, un tir de missile loupé en fait, qui aurait atteint l'hôpital directement. On va voir quelques images. عن إصابات في صفوف الإسرائيليين ونحن نشير إلى أن هذه المدينة هي الأكثر تعرضا للصواريخ منذ بداية هذه الحرب. عمدة المدينة je crois que c'est ça justement les images où ça partirait de Gaza pour aller vers l'hôpital. قبل أيام عن أكثر من 1000 صاروخ طال هذه المدينة وأكثر من 170 صاروخا سقط بالفعل وأحدث دمارا في البنى التحتية وفي السيارات وفي المباني العامة والخاصة. شكرا جزيلا لك الياس كرم حتى اللحظة. Donc il y a eu plusieurs choses, il y a eu du coup aussi une communication bien entendu. Biden confirme que c'est bien une roquette du djihad islamique qui a pulvérisé l'hôpital Al-Ali de Gaza City, faisant 500 morts. L'islamo-nazisme n'est pas seulement islamite, et il n'en a surtout rien à foutre des Palestiniens qu'il considère comme de la chair de djihad. Alors c'est vrai qu'on avait vu qu'il y avait, du coup, Israël dropait par exemple plein de petits papiers pour dire d'évacuer, envoyer des SMS, etc. Et par contre, pareil, l'État islamique, le Hamas, les chefs du Hamas, quoi, on envoie des SMS, non, restez chez vous, il faut mourir en martyr. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce truc-là. Après, un hôpital, en principe, tu le frappes pas. En principe, t'es pas censé frapper un hôpital, sinon c'est un crime de guerre. Donc c'est pour ça que ça va choquer effectivement tout le monde. Alors, Tzahal qui publie ceci. Un tir de roquette raté de l'organisation terroriste du djihad islamique a touché l'hôpital Al-Ali dans la ville de Gaza. Image de l'armée de l'air israélienne dans la zone près de l'hôpital avant et après l'échec de tir de roquette. Donc là, on va regarder un petit peu cette séquence. Donc, ils expliquaient effectivement, ils donnaient... Alors attendez, je vais recadrer ça parce que c'est dégueulasse comme ça. Ils expliquaient en gros que le tir de roquette aurait dû laisser un cratère normalement, etc. Donc c'est... Normalement, un tir de roquette c'est beaucoup plus violent. En tout cas, les munitions israéliennes ont l'air d'être beaucoup plus violentes. Et ils disaient non, normalement ça aurait dû laisser un énorme cratère. Et vous allez voir que en fait, non, ça ne laisse pas de cratère. Ça a l'air de
venir impacter comme un vieux missile artisanal. Donc on va regarder tout ça. Moi je sais pas, je suis pas un expert en missiles. J'ai pas dit que je confirmais, j'ai juste dit je sais pas. Hein, vous venez pas me mettre au pilori ce soir. Je ne sais pas. J'y connais rien moi en explosif, d'accord? On me demandera un code Reno si vous voulez. Moi j'y connais rien, d'accord? Donc moi on regarde. Je suis comme vous. Je fais semblant d'être un expert, je parle, mais j'en sais rien. Voilà, je dis sûrement de la merde, et c'est pas grave. Voilà, on écoute. Donc là, on a la zone parking. Là, ça doit être complexe hospitalier, il est bleu. Voilà. Là, vous avez l'hôpital bleu, là, c'est ici, la petite zone bleue. En rouge, je sais pas ce que c'est, j'ai pas eu le temps de dire. Attendez, il a dit quoi en rouge? En rouge, c'est aussi le complexe de l'hôpital et parking, du coup, de l'hôpital. Et on voit la date, tac, tac, tac. On voit la zone qui est là, parking. Voilà, on voit que voilà, l'hélicoptère surveille la zone. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Lieu de lancement. Ah, c'est sur le parking en fait. Ah ouais. Ah ok, ah ouais, ça part du parking. Ok. Ah non, c'est pas le même parking quand même, je crois pas. Ah si. Ah si, ouais, ça a l'air d'être... Ah oui, ok, c'est la petite zone qui est là, ok, en renfoncement. Ok, lieu de lancement, on regarde. On va voir, est-ce que c'est probant? On va voir si les preuves sont probantes. Parking de l'hôpital. Ok, pas de soucis. Mais alors, est-ce qu'on voit le lancement? Exemple de cratère causé par les munitions de l'armée de l'air. Tac, tac, ok. Aucun signe visible de cratère, dommage important causé au bâtiment. Ok. Mais comment on voit le tir du missile? Attendez, j'ai pas compris. Ah, c'est le fameux tir qui courbe là. Attendez, c'est ça le tir qui courbe. Attendez. Parce que là, je crois qu'il courbe complet. Attendez. C'est ça, non? Je regarde. Non, c'est pas celui-là, parce que j'avais trouvé ça. Voilà, c'est ça, attendez. C'est ça, voilà, je crois. Non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là, regardez. Je crois que c'est ça, en fait. Et effectivement, si c'est ça, regardez, ça part. Hop. Regardez. Tac. Et là, ça dévie. Hop. Tac. Premier tir. Et je crois qu'après, il y a un tir qui court complet. Et là, boum. Et ça retourne, en fait, effectivement, au point de départ, semblerait-il. Tac, ça a l'air de partir. On voit qu'il y a les bâtiments là. Tac. Ça dévie ici. Boum. Et le truc a l'air de repartir du coup en arrière, j'imagine. Il doit y avoir l'impact. Boum. Voilà, c'est ça. Et ça retourne effectivement. Boum, juste à côté. Effectivement, j'avoue que... Bon, après, ça justifie pas qu'il y ait des gens qui meurent. Mais là, du coup, on peut pas... Ouais, c'est vrai que là, ça fait pas très missile israélien. J'avoue, là... Je veux pas dire. Mais... Je sais pas. Vous en pensez quoi, là? Je sais pas trop, là. J'avoue, là... On n'a jamais tué 500 personnes, faut arrêter de prendre les gens pour des débiles. Bah, tu sais, il suffit que ça s'effondre, qu'il y a une bouteille de gaz, etc. Tu sais, il y a des bouteilles de gaz dans les hôpitaux, il y a de l'oxygène, il y a plein de choses. Hein. Ça peut faire du dégât, gros. Enfin, après, peut-être qu'il n'y a pas 500 morts. Après, c'est un communiqué aussi de l'État. Attends, et là, attention. C'est comme si, je sais pas, demain, il y a un missile qui touche Israël. Tu peux te dire, est-ce que s'ils disent il y a 500 morts, tu peux te poser la question s'il y a vraiment 500 morts. Tu peux te dire, il y en a peut-être 300, peut-être qu'il y en a 150, peut-être qu'il n'y en a pas 500. Ça dépend, en fait. C'est comme les gens, ils disaient, il y a peut-être 50 bébés décapités. Ils ont pas dit ça. Ils ont dit, il y a des bébés décapités. Après, on sait pas le nombre. Mais malheureusement, après, les chiffres, etc., c'est des choses où c'est. Des fois, on peut se poser des questions. C'est normal, c'est la guerre. Donc voilà, bon, on voit que ça crame hein, et tout. Compliqué, hein. Franchement, là, le coup du missile, j'avoue, si c'est vraiment les images officielles, ça ressemble. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis ça part vraiment quasi, ouais, ça a l'air de partir pas très loin. Et on voit qu'il y a une explosion en plus juste à côté du parking au moment où l'impact a lieu. Donc qui donne l'impression que ça a l'air d'être. Vous voyez? Tac, tac. Il y a un truc derrière et un truc devant. Comme si c'était séparé en deux en fait. Il y a deux charges, quoi, j'ai l'impression. Ici, l'analyse des débris de roquettes autour de l'hôpital, ils verront de quelle fabrication. Bah, normalement, oui, je pense que oui. Mais je pense qu'ils vont faire l'enquête dans tous les cas. Ils ont pas trop le choix en fait. Hein. T'as le truc international, machin et tout. C'est. Enfin, la communauté internationale et tout. Alors, donc, on va voir quelques images du coup, malheureusement, des dégâts. Donc, le tir de roquette qui serait fait ici du coup du parking, semblerait-il. Non, il y a une deuxième roquette qui serait retombée sur le parking. Du coup, je sais pas. Parce que c'est vrai que le parking est bien déglingué. Donc, je sais pas pourquoi à ce point-là. Donc j'imagine que la roquette se serait séparée en deux. Enfin, le missile serait séparé, je sais pas. Je sais pas. Hôpital Baptiste, ok. Par contre, les dégâts sont assez colossaux. Hein. Sur le parking, quoique le parking ça va après, mais c'est vrai qu'elles sont bien éclatées les voitures. J'avoue que... putain. Même là, c'est une bonne charge quand même. Hein.
Mais après, les gens, faites pas les experts, hein, parce que moi j'ai vu des explosions des bombes israéliennes. C'est pas des petites bombes, hein. Je veux dire, honnêtement, là, le parking, il serait pas là, hein. Honnêtement, la vie de ma mère, je veux dire, j'ai vu des images. Enfin, c'est pas des bombes atomiques, mais on est sur des trucs qui. Ça pèse lourd, quoi. On déconne zéro, quoi. Alors on va voir Biden qui est allé en Israël du coup, qui a déclaré quelques petites choses. Donc on va écouter ces deux passages et ensuite on accueille notre invité. Nous avons été très bouleversés par l'explosion à l'hôpital de Gaza, mais à la lumière de ce que j'ai vu, il semblerait que ça a été fait par la partie adverse et non pas par la partie israélienne. Okay. Mais bon, il y avait beaucoup de gens sur place. Je ne sais pas exactement si nous allons pouvoir tirer les choses au clair pour l'instant. Et puis aussi, il faut pouvoir aider les Palestiniens qui sont innocents, qui sont pris au milieu de tout ça. C'est important. Voilà. Mais alors par contre, c'est vrai que là, du coup, les États-Unis avaient envoyé, je crois, des aides internationales, et il me semble que ça a été bloqué. Du coup, donc ça, on en parlera aussi avec Vulcan. Mais du coup, c'est vrai que dire qu'il faut qu'on les aide, du coup, il faudrait aussi, du coup, laisser les aides peut-être, ou je sais pas comment faire. Où nous en sommes. Quand je dis où nous en sommes, ce n'est pas simplement moi à titre personnel. Je veux dire, ça, c'est la position des États-Unis. C'est très important, ne serait-ce que du point de vue de l'exercice du pouvoir. Il y a des valeurs, tout à l'heure ça a été dit, il y a des valeurs qui sont les valeurs de démocratie ici en Israël comme aux États-Unis. Ces valeurs démocratiques, eh bien, elles vont nous guider. Voilà, Monsieur le Premier ministre, je suis très heureux d'être ici en Israël avec vous. Merci de m'accueillir. Et je suis très dans l'attente d'avoir un troisième échange pour voir comment nous allons agir et évoluer à partir de maintenant. Et je dois dire que je rends hommage au peuple d'Israël qui a un courage, vraiment une bravoure qui est époustouflante. Monsieur Biden, votre avis s'il vous plaît, Monsieur Biden. Alors Monsieur Biden, qu'est-ce que vous avez d'autre à dire? Monsieur Biden, il y a des choses à dire, regardez. Je suis ici pour une raison très simple. Ouais. Je veux que le peuple israélien, le peuple du monde, sache que les États-Unis sont solidaires d'Israël. Je voulais le dire encore une fois très clairement. Le groupe terroriste Hamas a tué plus de 1400 personnes. Et on peut parler d'un massacre, véritablement. En France, ce serait énorme, hein, 1400 déjà, le Bataclan c'était 200. De nombreux Américains sont décédés. Le Hamas a enlevé de grands groupes de personnes, notamment des enfants. Je crois qu'on est à une vingtaine de Français, une trentaine, une connerie comme ça. Des enfants qui se cachaient des terroristes du Hamas. Je ne peux imaginer ce qu'ils ont vécu. Et donc voilà. Dernière chose, je crois, voilà, Darmanin qui apporte son soutien du coup à la communauté. Alors Darmanin qui est un peu parti en freestyle, maintenant il arrête des gens pour un salam, mais du coup il a quand même des choses à dire, donc on va l'écouter. Mais bon, il est un peu parti en freestyle là ces derniers temps. Alors nous armons la France pour nous protéger contre l'islamisme radical. Les paroles du président de la République ont été fortes dans le concert des nations pour condamner l'attaque terroriste du Hamas. Nous protégeons quotidiennement, jour et nuit, et on le fera, mesdames et messieurs, autant de temps qu'il le faudra, les lieux pour que les Juifs de France puissent vivre dans le plus beau pays du monde, pour protéger la première communauté d'Europe, pour protéger la troisième communauté du monde. Mais cette crise, mesdames, messieurs, elle a permis aussi d'abattre un certain nombre d'hypocrites. Elle a permis de révéler quel était le projet politique d'un certain nombre de responsables qui parlent à des millions de personnes et dont la voix porte. La haine du juif et la haine du flic se rejoignent. Pas par conviction. C'est quoi la haine du flic? Attends, pourquoi la haine du flic? Les juifs, c'est comme les flics. C'est peut-être touchy quand même comme comparaison, je suis pas sûr. Darmanin, bon bref, c'est pas grave. Il a mis quand même dos à dos. Enfin, il a mis quand même côte à côte les juifs, les flics. Je suis pas sûr, hein, je suis en conviction, mais par calcul électoral. Le cynisme pousse à penser qu'en portant des messages aussi décalés, aussi incompréhensibles, aussi ignominieux, on arrivera à récupérer quelques pourcentages de plus dans des endroits où on pense que certains Français sont pris
à souhaiter la haine de l'autre, la haine d'Israël, la haine des Juifs. Effectivement. Eh bien, on va discuter de tout ça maintenant, calmement, posément, avec certains l'appellent le roi, d'autres l'appellent le méchant, d'autres l'appellent simplement Hulkan. Bonsoir, Grégory Chély. Bonsoir. Hulkan. Alors, crime de guerre à Gaza, que se passe-t-il? Où en est-on? Et comment ça va? Pour commencer. Bah, ça va bien, merci. Enfin, c'est un peu dur là en ce moment, franchement, la guerre, tu vois, c'est plus dur que d'habitude. J'ai vécu plusieurs guerres ici. Là, c'est vraiment une guerre qui est très fatigante psychologiquement. Et voilà, mais bon, écoute, on fait avec. Ce qui se passe quoi actuellement, du coup, en Israël, avant de venir directement sur ce qui s'est passé à Gaza? Comment ça se passe en ce moment en Israël? Ouais. Bah écoute, moi j'habite à Tel Aviv, rien qu'hier on a eu, si je me trompe pas, 4 alertes, 4 ou 5. Les gens de Tel Aviv, ils n'ont pas de miklat, c'est-à-dire d'abri, donc à chaque fois on est obligé de sortir pour aller se cacher. Je te donne un exemple, hier j'étais parti faire un petit basket. Déjà quand on fait un basket, on est obligé de réfléchir à où on va se cacher. Et ensuite, une fois qu'on est rentré, je prends ma douche. Et ça a sonné directement, j'étais obligé d'enfiler un pantalon, de courir comme ça en sandales. C'est vraiment pas simple. En plus de ça, bon, ben, c'est une pression constante étant donné qu'il y a le Hezbollah qui essaye de rentrer au nord sans arrêt et le Hamas au sud. Il y a des pays arabes qui s'en mêlent, il y a l'Iran. Donc, ouais, c'est il y a un peu de pression. C'est tendu, quoi. Ok. Ouais. Et alors du coup, toi t'as vu un peu les événements à Gaza et tu t'es dit bon, j'ai envie de m'exprimer. Alors voilà, on a vu il y a deux versions du coup qui se bataillent actuellement. La version officielle du coup de l'État d'Israël est soutenue par les États-Unis, c'est qu'il y a un tir loupé du Hamas. Alors semblerait-il du parking, mais ça se trouve tu vas peut-être me préciser parce que je suis pas très bon en anglais, encore moins en arabe. Mais à l'inverse, semblerait-il, on accuse Israël d'avoir tiré sur l'hôpital et des écoles, etc., créant du coup énormément de morts, donc 500, je crois, à l'hôpital. Ce qui me paraît beaucoup quand même. Alors attendez, on va juste un truc, je sais pas quel type d'hôpital c'est, mais par contre, l'hôpital est assez petit, me semble-t-il, et je veux pas être, voilà, c'est pas Mais pour. il y a des gens qui se sont réfugiés Ah oui, dedans c'est ça. apparemment Oui, effectivement. parce qu'ils avaient peur, mais je pense pas qu'il y en a eu ni 500 ni 200, mais peut-être que si, hein, c'est possible étant donné qu'il y a des gens quand même qui se sont réfugiés dedans, donc on peut pas savoir le nombre exact. Ce qui est sûr, c'est que on peut pas faire confiance au Hamas quand il dit un chiffre vu que c'est une organisation terroriste. Tu sais, à chaque fois quand ils te disent il s'est passé ci, il s'est passé ça, il faut savoir que la source c'est le Hamas. Le Hamas c'est une organisation terroriste. C'est comme si l'État islamique te donne une information, tu peux en douter, tu vois le délire. Donc moi je vois souvent écrit sur LCI, etc. Source palestinienne, mais en réalité la source du ministère de la Santé palestinienne à Gaza c'est le Hamas. D'accord. Oui, donc forcément, ça va soutenir. Mais alors, le Hamas, tiens, on va revenir sur un sujet. Le Hamas aurait été créé par Netanyahou. Est-ce que c'est vrai ça? Enfin, pas par Netanyahou, par Israël soi-disant, ou soutenu par Netanyahou. C'est ce qu'on dit. Mais non, c'est juste qu'au début, tu sais, il y avait des... C'est comme si on te dit que Ben Laden, il a été créé par la CIA. En réalité, c'est juste qu'à un moment, la CIA, elle a eu besoin, comme la France, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si tu te souviens, on va faire plus simple, parce que quand c'est pas pour vous, vous n'arrivez pas à vous en rendre compte. La France, il n'y a pas longtemps, il y a Fabius qui a dit que Al-Nosra faisait du bon boulot en Syrie. Al-Nosra, c'est Al-Qaïda. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, ils se servaient d'Al-Qaïda pour lutter contre le Hezbollah. C'est de la géopolitique. Là, c'était un petit peu pareil avec Netanyahou. Au début, pour pas qu'ils prennent trop de pouvoir, le Fatah, ils ont laissé faire. C'est tout simple. C'est pas eux qui ont créé et qui ont mis des terroristes pour qu'ils nous tirent dessus. Tu comprends? D'accord. C'est pas la théorie du complot en mode il a laissé faire, etc. Tout est ok. Et alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé semblerait-il c'est sur le parking? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi comme missile? Explique-moi. Écoute, déjà, tu as passé des très mauvaises vidéos, excuse-moi, mais passe-moi des vidéos. Envoie-moi des liens. Je t'ai envoyé un lien en privé et je l'ai mis aussi sur le côté dans Live Yeux Clos.
Tu mets à 3 minutes 10. Tu sais qu'on capte toutes les communications du Hamas et tout. Donc hier... ah oui, j'ai vu ça sur le site israélien. On a capté leur communication complète. Si tu veux, tu peux les passer. Ils sont en train de parler entre eux et dire oui, le tir il vient de chez nous, ça vient de derrière machin, etc., etc. En plus de ça, ça a été filmé par hasard sur la skyline d'Al Jazeera exactement. Attends, bah vas-y, mets-le. Vas-y, attends, je mets et attends, je vais juste. Du côté de Tel Aviv, Ava Ava on écoute notre envoyé spécial. Bonjour Ava. Donc on parle pas la d'une participation de Joe Biden à la réunion du cabinet de guerre. Comment va se dérouler la suite de cette journée pour le président américain? Bonjour David, effectivement, le président américain participe à ce cabinet de guerre israélien. Ah, c'est quel passage? Dis-moi à quel moment. Parce que là, j'avais ce timecode. 3 minutes 10, ok, d'accord. J'avais ce timecode là, en fait. 3 minutes 10. On écoute le contexte. Par le djihad islamique palestinien qui a provoqué la catastrophe. Olivier Abécassis. Parmi d'autres preuves irréfutables, l'enregistrement de la conversation téléphonique entre deux membres du Hamas. Ah, ça explique les 500 morts, là, l'écroulement du bâtiment total, là, c'est... Ouais. Publié par Tsahal ce matin, on entend clairement les deux interlocuteurs évoquer la frappe contre l'hôpital, ainsi que la responsabilité du groupe djihad islamique. C'est pour ça qu'on dit qu'il appartient au djihad islamique. Quoi ? Ils disent que ça appartient au djihad islamique palestinien. Ça vient de nous? Ça en l'air. Qui dit ça? Ils disent que des éclats proviennent d'un missile local. Et ne ressemblent pas à des éclats de missiles israéliens. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils ont lancé depuis le cimetière qui est derrière. Et le tir a raté, ça leur est tombé dessus. À l'appui, ces images aériennes présentées par le porte-parole. C'est quand même con. Et alors, oui, bon, bref, on va parler de propagande après. On y voit un barrage d'une dizaine de roquettes tirées par le djihad islamique en début de soirée, depuis un cimetière voisin. Au même moment, une explosion est signalée à l'hôpital Ali Arab de la ville de Gaza. L'enquête précise également que les analyses des images aériennes confirment l'histoire du cratère qu'on voyait tout à l'heure. Il n'y a pas eu de frappe de l'armée israélienne en direction de l'hôpital, ni même dans cette région de Gaza, ni aucune autre action militaire maritime ou terrestre au moment de l'explosion. Autre argument de Tsahal, les dégâts constatés qui se situent uniquement à l'extérieur sur le parking de l'hôpital. Pour l'armée israélienne, leur description correspond aux débris d'un missile du djihad islamique. Or, Tsahal utilise des missiles laser, notamment extrêmement précis. Enfin, une carte montre clairement que des roquettes étaient bien lancées depuis cet endroit. Voici les échecs de lancement durant cette guerre. Tout cela, ce sont des roquettes qui sont tombées dans la bande de Gaza et bien sûr certaines ont fait des victimes palestiniennes. L'une d'elles était à l'hôpital Al-Khalil al-Madani. 1 sur 3, ouais, c'est quand même... Ah oui, du coup, s'ils en envoient 5000, imaginez. Pardon, c'est pas drôle, mais je veux dire, il y en a beaucoup, quoi. Présenté par Tsahal, après plus de 5... Vas-y. Je ne sais pas sur cette guerre si c'est 1 sur 3, mais en tout cas, la dernière guerre qu'on a fait contre le djihad islamique, on a simplement éliminé vraiment les têtes du djihad islamique. Une roquette sur 3 est retombée chez eux. D'accord, ouais, donc ça commence à faire pas mal quand même. C'est un bon ratio. 5 heures d'enquête minutieuse. Eh bien, alors la diplomatie. Voilà, très bien. Alors du coup, comment tu réagis à la propagande? Parce que c'est vrai que l'information principale... Alors moi j'avais vu la vidéo justement avec le truc, mais sans traduction sur la page israélienne, ce qui est malheureusement normal. Et j'avais pas encore vu le truc du 24. Alors du coup, comment tu réagis à la propagande? Parce qu'il y a de la propagande des deux côtés, j'imagine, malgré tout. Comment tu vois tout ça? Et qu'est-ce que tu as à dire de tout ça? Bah écoute, je crois que c'est clair que c'est eux qui ont envoyé le missile. De toute façon, c'est évident. Ensuite, de toute façon, c'est même pas ça le problème. Le problème, c'est la réaction du monde. Regarde bien, ils ont coupé le ventre d'une mère enceinte et ils ont retiré le bébé de son ventre. Ils lui ont mis des coups de couteau. Je sais pas si vous l'avez vu ça en France. Ils ont fait des trucs de malades comme tu peux pas imaginer. Et j'ai vu personne dans les rues ou aller attaquer les ambassades ou mettre le feu ou faire quoi que ce soit. Là, par contre, il suffit qu'il y ait un missile qui tombe sur un hôpital de chez eux. Et bien sûr, c'est regrettable. J'aurais pas été content si c'était l'armée israélienne qui l'avait fait. Tu comprends? Là, c'est eux qui l'ont envoyé, c'est leur problème.
Tu comprends, il y a des gens qui souffrent dans le monde entier. Moi, c'est mes ennemis. J'ai pas à m'apitoyer pour eux. Et le problème n'est absolument pas là. Le problème, c'est que tu vois, par exemple, il y a des Ouïghours. Ce sont des musulmans qui sont en Chine. Et je pense que tu connais l'histoire. Et qui sont donc forcés, travaux forcés, obligés de manger du porc, retirés de leur famille, etc. Sans aucune raison. Et est-ce que tu vois des manifestations dans le monde occidental ou même dans le monde musulman? Ça n'arrive jamais. Assez peu, ouais, effectivement. Quand il y a des guerres intra-palestiniens ou des guerres intra-musulmans, ça n'intéresse personne. La réalité, c'est qu'ils cherchent absolument à nous discréditer, à dire « regardez, ce sont des salauds, regardez ». Et tu vois bien qu'il y a tout le monde entier qui s'enflamme et les gens, ils vont aller chercher jusqu'à la dernière goutte pour dire « c'est nous ». Ils diront que c'est un montage. Hier, il y avait un mec qui était en train de prendre l'heure d'une vidéo et qui disait c'est pas la bonne heure, mais c'était une caméra de surveillance d'un kibbutz. Des fois, toi-même, quand tu filmes, tu te rappelles les anciennes caméras, il n'y a pas toujours l'heure exacte. Ensuite, il y avait une heure de décalage par rapport à Al Jazeera. Bah, évidemment, c'est pas la même heure partout dans le Moyen-Orient et en Europe, tu vois le délire. Ces gens sont des abrutis. Et ce qui me dérange le plus, c'est pas ça. Ce qui me dérange, c'est que regarde les conséquences. Il y a eu une synagogue qui a attaqué en Tunisie. Est-ce que quelqu'un ici s'est offensé de ça? Je ne vous ai pas entendu depuis le début. Non, on est en train de parler des missiles que nous, on reçoit. C'est-à-dire que nous, on reçoit des missiles qui peuvent nous tuer. Eux, ça retombe chez eux. Leurs missiles qu'ils envoient, il faudrait que moi, je les plaigne. Il faudrait que moi, je m'explique pour leurs missiles où ils ont essayé de me tuer et que c'est retombé chez eux, qu'ils voient entre eux. Pourquoi? Et c'est très grave que le monde entier, à chaque fois, ça pour moi c'est l'islamisation du monde occidental. Ah, tu pourquoi le monde n'est pas avec les Américains? Pourquoi les Français, certains ne sont pas avec les Américains? Pourquoi ils ne sont pas avec les Israéliens? Pourtant, on ressemble beaucoup plus que les Palestiniens, on a le même mode de vie, etc. C'est tout simplement parce qu'ils sont islamisés sans même le savoir. Ce sont des gens, comme leur entourage est islamisé, ils sont islamisés, ils ne peuvent pas te citer 3 villes de Gaza. 3 villes de Palestine, ils n'en ont pas la moindre idée. Mais par contre, ils savent très bien ce qui se passe. Ce sont des spécialistes de la géopolitique. Ils pourront dire qu'on a fait ci, qu'on a volé à terre. Ils répéteront exactement la propagande arabe parce qu'ils sont islamisés. Tout comme les mecs qui disent que les filles en jupe courte, patati, patata, elles cherchent. C'est à chaque fois la propagande islamiste et qui n'a rien d'occidental, qui a changé nos mœurs. Et ça fait partie de l'islamisation de la société. Tu penses que toute la société occidentale est en train de s'islamiser? Pas toute la société, mais une grande partie, une très grande partie, bien sûr. Tu vois bien que dans les mœurs de tous les jours, on est obligé de penser comme certaines personnes, tout simplement parce que si tu les soutiens pas, tu as une espèce de pression sociétale, morale, etc. Tu vois bien que, attends... je ne sais pas si tu te rends compte que la France insoumise, ils ont refusé de dire que c'était un attentat terroriste. Hier, ils ont été dire que le Hamas était un mouvement de résistance. Est-ce qu'on aurait dit de l'État islamique que c'était un mouvement de résistance? Il y en a qui l'ont dit. Il y en a qui l'ont dit. Ça existe. Ça existe dans le... Qui a dit ça en France? À gauche? Quel député français a dit que l'État islamique était un mouvement de résistance? Je pense qu'à gauche, il y a déjà dû avoir ce genre de discours. Alors après, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois déjà avoir entendu que justement, c'est pas pour rien qu'il y avait des groupements djihadistes qui se montaient pour justement, en réaction en fait aux attaques françaises, les attaques américaines, etc. C'est connu ça. On en a parlé même avant-hier, ou je sais plus quand est-ce qu'on en discutait, mais genre, c'est un argument qui est beaucoup revenu. En gros, depuis le 11 septembre, en gros, l'Occident aurait formé des djihadistes. On en a parlé hier avec Pantoufle, tiens. Voilà. Il n'y a jamais eu aucun député, je te mets au défi, aucun député à l'ambassade. Par contre, Obono, ce matin, excuse-moi, j'ai fait dire Obono. Oui. Non. Fais gaffe. Fais gaffe, parce que déjà les gens ils ont peur de me faire niquer ma chaîne, donc voilà, les gens ils me disent ce soir c'est fini, t'achètes des boards, donc voilà, il y a propagande israélienne, tout ça. Le problème c'est que je suis dyslexique, mais je me concentre. Donc tu vois, Obono ce matin, elle a dit que c'était un mouvement de résistance, elle a justifié, elle a comparé, et voilà, alors que c'est une députée de la République. C'est sidérant. C'est une dinguerie, quoi. Mais c'est le problème actuellement, c'est que les gens ne savent pas comment se positionner, ils se disent, bon, les musulmans vont soutenir forcément la Palestine, ce qui peut se comprendre en vrai, tu vois, une sorte de... Après, malheureusement, c'est vrai que, comment dire, qu'est-ce que tu penses de la propagande de guerre? On va parler de ça, en fait, parce que
Le problème, c'est que là, tout le monde voit de la propagande de partout. On est d'accord que malheureusement, même Tsahal a besoin de communiquer, Israël a besoin de communiquer, donc il y a forcément de la propagande. Derrière, il y a forcément une propagande palestinienne aussi. Il y a un relent antisémite qui est en train de remonter, clairement, et on en avait discuté d'ailleurs la semaine dernière, hein, je t'avais dit, ça risque de se retourner en fait, au moment où va frapper Israël, ça va être forcément le grand tumulte en mode, bon bah voilà, ils vont nous détruire, ils vont génocider, etc., etc. Alors, la propagande, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? La propagande palestinienne, ça existe depuis longtemps, ça s'appelle Pallywood. On a vu des tonnes de trucs, t'as qu'à taper sur YouTube Pallywood et tu verras, c'est des gens qui sont tout le temps en train de répéter des conneries, de dire n'importe quoi, d'utiliser des civils. Alors effectivement, il y a sûrement des mosquées qui vont être bombardées, ou des écoles, étant donné que, par exemple, à la guerre dernière, le QG du Hamas, il était sous un hôpital, sous le plus grand hôpital de Gaza, parce que c'est des gens qui sont comme ça. Ils cachent leurs roquettes sous les hôpitaux, sous les trucs. Ce sont leurs techniques de guerre. Ce sont des terroristes. C'est pas des braves soldats qui veulent libérer leur population. Ce sont des putains de terroristes. La preuve en est, c'est qu'ils ont liquidé tous les mecs du Fatah. Ils ont tous ceux qui les contredisent, ils leur pètent les genoux, ils les tuent. Et il y a plus de gens du Fatah, ça n'existe plus. À Gaza, il n'y a pas, ils ont tous été tués. D'accord, je savais pas. Okay. Je savais pas. Merci David Beribi. Mais alors pourquoi ils ont été tués d'ailleurs? Parce que... ils ont été tués parce que le Hamas voulait plus d'eux à Gaza, tout simplement. Il voulait régner en maître. Et du coup, le Fatah, c'était quoi précisément, tiens, pour recadrer un petit peu ça existe toujours. Aujourd'hui, c'est le Fatah qui dirige, c'est l'autorité palestinienne, c'est le Fatah qui dirige la Judée-Samarie ou la Cisjordanie en fonction de comment tu l'appelles. Il faut savoir qu'ils sont peut-être moins terroristes que le Hamas, mais c'est quand même de gros terroristes. Et je vais te donner un exemple, c'est que simplement Mahmoud Abbas, donc le chef de l'autorité palestinienne, tu peux vérifier et taper salaire de terroristes palestiniens sur Google, tu verras que c'est connu et que c'est validé par le monde entier. Et c'est pour ça d'ailleurs que même la France en a parlé, voulait donner moins d'argent et tout ça. Si tu fais un attentat, que tu es un Palestinien, que tu tues 3 Juifs, et tu vas en prison, tu es payé à vie. Si tu es mort en shahid, c'est ta famille qui est payée. Il y a des salaires pour les terroristes. Et il faut savoir, donc déjà, donc pour moi, c'est un terroriste. Certes, moins hardcore que le Hamas, mais c'est des terroristes. Et deuxièmement, c'est également un négationniste, Mahmoud Abbas. D'accord, ok. Donc ils détestent effectivement les juifs du coup. Tiens, Garkam a une question pour toi. Garkam, je te laisse te poser ta question puisqu'elle est très bien et je veux que tu la poses si tu as envie. Je t'ai dit que je voulais pas intervenir en vocal. Et bah tant pis. Salut, comment ça va? Désolé. Ça va, merci. Force à toi, tu traverses une période pas facile. Ouais, moi je regarde ça de très très loin, de la France, quoi, de mon fauteuil, tranquille. Et hier soir, j'étais sur un stream et j'ai vu une vidéo où ils attaquaient une mosquée, effectivement, et 15 minutes plus tard, on s'est aperçu que la vidéo avait plus de 10 ans. Donc je voulais savoir comment tu faisais la différence entre la propagande, la contre-propagande, comment tu fais pour connaître la fiabilité des sources. Parce que nous, de notre point de vue, je pense qu'on est un peu perdu. Pour moi, tout simplement, déjà, tout ce qui est gauchiste, c'est fake. Quand tu regardes LCI, etc., quand tu regardes, quand ils sont en train de parler de la Russie et de l'Ukraine, c'est des pauvres Mongols qui, toute la journée, sont en train de raconter que la fille de Pitrogine a été chopée en boîte de nuit, en train de sniffer de la coke, ou raconter des trucs de merde. Ils sont en train de faire de la propagande toute la journée. J'écoute pas les trucs comme ça. Moi, j'aime bien CNews. CNews, honnêtement, ça me correspond bien. Je trouve que, voilà. Et après, au sujet de la propagande palestinienne, moi, je n'écoute rien de ce qu'ils disent. Pour moi, ce sont des menteurs qui passent leur vie à mentir. Et voilà, donc j'ai strictement aucune confiance en eux. C'est aussi simple que ça. Et ce sont des gens, enfin bon, on va pas refaire l'histoire. Comment tu te garantis des sources? Par exemple, moi j'ai vu plein de trucs qui passaient sur Twitter. Alors après, moi je vois les trucs officiels, tu vois, l'État israélien qui va publier aussi des trucs, les démentir, machin et tout. Mais comment tu te garantis? Tu vois, même les bébés par exemple décapités, ils se sont sentis obligés de mettre une photo d'un bébé, du coup, qui était flouté, parce que tout le monde demandait les photos. En fait, c'était assez immonde, Twitter, à ce moment-là. Les gens disaient, ouais, on veut voir les bébés décapités, comment ça, mensonge et tout. Et ils ont fini par mettre une photo. Alors là, difficile de vérifier, hein. Tu vois la photo, bon, c'est déjà difficile. Et tu peux pas vérifier si elle est vraie, mais ils se sentent limite obligés de le faire, tu vois. Alors après, ils ont attendu longtemps. C'est vrai qu'ils ont dû attendre 2 ou 3 jours, je crois, avant de la publier.
Du coup, c'est compliqué. C'est vrai qu'on peut pas savoir, on peut que faire confiance, on va dire, aux images qu'on voit et qui nous sont données. Donc, comment Mais faire ça? excuse-moi, je crois que je l'ai déjà dit la dernière fois, il y a des journalistes qui sont du monde entier qui sont venus au kibbutz de Kfar Aza et qui ont vu ce qui s'est passé. Des journalistes du monde entier. Après, c'est pas de la pornographie, on va pas mettre tous les bébés découpés. Je sais pas si c'est 40 bébés décapités ou si c'est 40 bébés brûlés. En tout cas, il y avait tout, tu vois ce que je veux dire? Il y avait des décapités, des brûlés, des coupés en deux. Si c'est ça qui vous dérange, la façon dont ils sont morts, je veux dire, c'est atroce. On a coupé des bébés. Tu comprends ce que je t'explique? On les a tués vifs, on leur a mis des coups de couteau. Donc voilà, c'est un fait. Moi, je me suis réveillé un matin. Le soir d'avant, tout allait bien. Le matin, on a reçu 5000 roquettes. Ça a tiré de ouf. J'ai vu ce qui se passait de partout, les appels des gens. Nous, c'est un petit pays. Le jour même, le jour d'après, je suis parti faire des courses. J'ai croisé une dame qui avait perdu son cousin là-bas. J'ai ma meuf qui a perdu 2 personnes. Son cousin, il a reçu une balle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien Donc, sûr. voilà. Forcément, t'es affecté. En libérant des gens. Ouais, je comprends. Est-ce que t'as une autre question, Garkam, avant que je te garde trop longtemps? Ouais, vite fait, pourquoi Bah pas, alors, je crois qu'il voulait pas parler, maintenant il est chaud comme jamais. Bah, Allons-y. vas-y, allons-y, Allons-y. quoi. Allons-y. Le camp, il est sympa. Mais... Donc, on a entendu parler d'une théorie comme quoi il y avait peut-être un trou dans le dôme de fer et qu'il y avait des missiles qui passaient, qu'on laissait passer volontairement. Tu y crois à cette théorie ou c'est du flan? Mais écoute, tu sais qui c'est qui dirige, qui c'est les soldats d'Israël? Les soldats d'Israël, c'est la population d'Israël. Quel soldat, quel opérateur va laisser passer alors qu'il y a sa mère, sa grand-mère et son frère et sa sœur qui habitent et ses amis? Qui va laisser passer? On est un peuple archi-uni. Tout le monde est en train de travailler pour amener aux soldats des choses. Tout le monde encourage les soldats. Les gens de droite et de gauche, ils ont arrêté la guerre pour se mettre à fond ensemble. Parce que nous, c'est une question de vie ou de mort. C'est pas une petite guerre. Ils aimeraient prendre notre pays totalement. Ils aimeraient nous rayer de la carte. On a vu une propagande, c'est du Hamas avec Farfour, justement, c'est le fameux Mickey palestinien. Et c'est une dinguerie, en fait. On a vu justement le Fatah qui attaque aussi, justement, le studio de télé. On voit toute la propagande. Il faut tuer les juifs. Farfour, il est mort à cause des juifs. Puis le grand-père de Farfour aussi. Puis le petit frère de Farfour et l'abeille aussi, etc. C'est un truc de malade. Donc, effectivement, on a vu qu'il y avait des propagandes assez haineuses. Et voilà, malheureusement. Vous vous rendez compte que la Chine nous condamne et nous dit que c'est pas de la légitime défense alors qu'on fait rien de mal? Tu te rends compte que la Russie dit que qu'on fait des massacres alors qu'il a tué 300 000 personnes en Syrie, qu'il a tué je sais pas combien de Tchétchènes, des dizaines ou des centaines de milliers? Et c'est un mec comme ça, Poutine, qui vient nous dire, nous, une armée extrêmement morale, qui faisons tout malgré les conditions pour éviter de tuer des civils. Et c'est lui qui vient nous dire ça. Mais attends, c'est quand même fou. Je vous rappelle qu'Israël, c'est une puissance nucléaire. Je vous rappelle qu'on a peut-être plus de bombes que toute l'Europe réunie. Plus de bombes nucléaires que toute l'Europe réunie. Et je vous dis pas ça au hasard. Pourquoi je dis ça? Parce que Colin Powell, il y a une conversation qui a été surprise avec Hillary Clinton. Là, ses mails ont été piratés par Wikileaks. Et dedans, il y avait déjà bien longtemps, il y a Colin Powell qui a dit qu'il a vu une partie des missiles israéliens, qu'il a vu 200 missiles nucléaires pointés sur l'Irak. Attendez, là il y a des attaques sur moi là. D'accord. Ah merde. Bon bah, si jamais. Attends. On va en direct malheureusement. Attends. Vas-y, t'inquiète. Bon bah malheureusement. Non mais c'est bon, parce que ça sonne pas chez moi, ça sonne juste à côté. D'accord. Parce que c'est par quartier en fait. D'accord. Okay. Ouais, c'est par quartier, mais vous allez entendre le boom. D'accord. Donc je garde le voice, ok? On va rester en... Ça va arriver dans 1 minute à peu près. Putain, c'est vrai que la tension, je comprends la tension par contre, c'est vrai que de vivre ça tout le temps... Mais il m'a déjà envoyé des photos, Hulkan, la dernière fois, c'était avant le conflit, où il recevait déjà des missiles et tout, il m'a envoyé des photos, il rigolait quoi, parce que c'était régulier on va dire, mais là c'est vrai que du coup c'est tellement... permanent, donc à mon avis, oui, c'est d'être en tension tout le temps. Et on sent que t'es quand même plus tendu qu'il y a une semaine déjà, donc ça doit être épuisant. Bah, c'est très fatigant la guerre. C'est moralement et tout. Bah nous on l'a jamais vécu, on va être tout à fait honnête. Alors on dit que ça a été débunk, que des bébés décapités, ça a été débunk, soi-disant. Ah, j'ai pas envie de parler avec les gens comme ça, ça me fatigue. Je regarderai le débunk du canard réfractaire, même si j'avoue que bon, en ce moment c'est compliqué, c'est difficile de
On va dire que c'est très compliqué. Garkam, vas-y, je te laisse continuer. Dernière question, par rapport à l'alerte que tu viens de recevoir, c'est à quel intervalle moyen à peu près que tu reçois ce genre d'alerte? Aujourd'hui, il n'y en a pas eu beaucoup parce que il y avait Joe Biden, mais hier j'ai dû courir 5 fois. Et moi, journée. Ouais, 5 fois une journée. Et à Tel Aviv dans le sud, c'est beaucoup plus. Dans le sud, des fois, c'est une fois toutes les heures, une fois toutes les demi-heures, une fois tous les quarts d'heure. Et en plus, là-bas, ils ont 9 secondes pour se cacher. Je sais pas si t'imagines. Alors que nous, on a quand même 1 minute 30. Mais voilà. Mais bon, le fait de pas avoir d'abri quand t'as un boom. Tu l'as entendu le boom là? Ouais, on a entendu, ouais. Je viens de l'entendre aussi. Ah voilà, ça vient de péter. Ouais, et là, le chien, forcément, qui réagit. Ouais, ça va être assez traumatisant pour tout le monde. En fait, ça, le problème, c'est que c'est permanent. Oui, effectivement, c'est une menace que tu peux plus anticiper. Et la nuit aussi, du coup, ça vous réveille? Parce que là, du coup, t'as un truc dans ton appart qui te parle directement, enfin, qui est automatisé pour pouvoir entendre tout le temps dans toutes les pièces, quoi, non? Pas du tout. En fait, je t'explique. S'il y a une alerte qui est dangereuse dans mon quartier, il va y avoir une très grosse alarme que tout le quartier va entendre qui te réveille et tout, tu vois. Donc, ça, c'est. Mais moi, j'ai une application sur mon téléphone qui me permet de me dire là où je veux. Donc moi j'ai mis tout Tel Aviv parce que par exemple si là je suis dans la douche et que je vois que ça commence à taper à côté, ça a quand même de fortes chances de taper dans 5 minutes dans mon quartier, donc je sors de la douche ou je m'habille et tu vois ce que je veux dire, je me prépare. D'accord, ouais. Il y en a qui se rendent compte là, je crois. Alors, en fait, c'est pas pareil. Là, quand on en parle comme ça, on se dit ah voilà, il a l'air tendu. Mais en fait, là, voilà, c'est ça. En fait, la réalité, c'est que malheureusement, l'autre soir, c'était tranquille en vrai. D'ailleurs, c'était étonnant. Ouais, c'était assez tranquille il y a une semaine. Mais là, du coup, Tel Aviv, du coup, est souvent sous les bombes en fait. Donc, c'est pas pareil. Faut savoir que les roquettes au début, si tu viens passer une fois avec moi, tu vas peut-être pas avoir très peur, tu vois. Bon, tu vas entendre des booms et tout, t'auras un peu peur. Mais moi, j'en ai eu 3 qui sont tombés à 100 mètres de moi parce que j'habitais à Ashdod, à 15 km de la bande de Gaza, à 20 km. Et donc, j'ai eu de nombreuses guerres et j'en ai eu beaucoup qui sont tombés à côté de moi. Et je peux te dire que ça fait un tel bruit et ça te fait tellement trembler qu'après, tu as très peur des roquettes. Moi, j'ai pas vraiment très peur, mais il y en a, ils sont vraiment très traumatisés. Ce qui serait naturel en fait, parce que bon, c'est un état de choc. Enfin, c'est normal. Enfin, j'imagine déjà que je me dis, ouais, j'aimerais pas trop, je pense. Alors, pour te dire. Excuse-moi de te couper, mais en 2014, pour te dire comment ça traumatise, alors que moi, je n'avais pas l'impression d'être très traumatisé. En 2014, j'ai mis 3 ou 4 mois après la guerre à arrêter de regarder où je pouvais me cacher quand je sors, au cas où. Tu vois ce que je veux dire? T'as gardé les réflexes, t'as gardé les réflexes. C'est ouf. Ce qui est normal en fait, hein, c'est une vigilance. Et même si on pense pas être touché, en réalité, si t'es forcément impacté. Et c'est comme rien que déjà les gens qui voient les images, on va dire, de la guerre, des cadavres, etc. Machin et tout. Enfin, rien que ça, même les images violentes et autres. Ça peut traumatiser, quoi. Et à force, déjà, c'est pas terrible. Alors, imaginons qu'on est directement sur le territoire et qui vit ça. C'est pas la même chose du tout. Garkam, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou est-ce qu'on arrête? Moi, je suis sec. Je dis force à Hulkan. Ça doit pas être facile. Merci, mais je veux pas me faire passer pour une victime. Moi, franchement, c'est rien par rapport aux gens qui habitent dans le sud ou dans le nord. Et ça va, tu vois. J'ai juste à aller me cacher. C'est pas les terroristes, ils rentrent pas chez moi et tout ça, tu vois. Mais c'est vrai que c'est quand même une pression constante, et même pour les autres, tu vois, ça me fait de la peine pour mon pays, ça me fait de la peine pour les soldats, ça me fait de la peine pour les gens qui habitent dans le sud. Moi, si je peux, j'en héberge un chez moi. Là, je vais essayer d'ailleurs de récupérer un des chiens des gens qui sont morts, tu vois, parce que j'aimerais bien m'occuper bien d'un des chiens. Comme si moi j'étais mort, j'aurais bien aimé qu'on s'occupe de mon chien bien, tu vois, ben, je voudrais faire pareil pour un mec du sud qui a été tué. Très bien. Alors tiens, une question qui t'est posée. Alors, ça rejoint une autre question qui a été envoyée, c'est Antiochia qui dit Hulkan, que pense Hulkan de l'Égypte qui ne veut pas accueillir les Palestiniens dus au terrorisme? Bah écoute, les Palestiniens, en fait, c'est les frères musulmans, en fait. Et les frères musulmans, ils ont été chassés d'Égypte, donc ils les veulent pas. Ils veulent pas être avec, et ils veulent pas qu'ils arrivent chez eux, qu'ils répandent le terrorisme. Et ils sont prêts à tout pour ça. Ils nous ont même menacé de guerre, que si jamais ça arrivait chez eux, ils nous ont dit plutôt de les mettre dans le désert du Sinaï chez eux, qu'on les mette dans le désert du Negev chez nous, en attendant la fin de la guerre. Tu vois le délire. Alors tiens, une question qui est intéressante, c'est quoi un abri envisageable en cas de bombardement, du coup?
Bah, en fait, en Israël, la plupart des gens qui habitent dans des abris pas loin de Gaza, ils ont chez eux ce qu'on appelle des miklats ou des mamad, c'est-à-dire des abris dans les maisons directement, qui sont résistants en cas d'impact. Et sinon, il y a encore des abris publics qui sont en général en sous-sol, et là, c'est carrément, ça résiste aux trucs nucléaires et tout, tu vois. D'accord, ok, oui, donc... et l'abri de fortune, c'est quoi, du coup? Parce que toi, quand tu dis que tu regardais des abris, c'est quoi, en fait, un abri potable? Quand t'as pas d'abri sous la main. Ah non, bah, en fait, quand tu marches dans la rue, tu regardes les entrées des maisons D'accord. pour être caché dans les sous-sols ou dans les escaliers, en fait. Ok, d'accord, ouais, et puis dans les cages d'escalier, etc. D'accord. Et alors, une autre question, c'est, tu penses quoi de la menace iranienne, alors? Parce que c'est une deuxième menace très forte, actuellement. Bah, en fait, il y a deux possibilités, là. C'est soit les Américains, ils envoient leurs 2 porte-avions pour dissuader l'Iran et le Hezbollah de rentrer en guerre, ou d'autres acteurs. Soit, ben, c'est tout simplement qu'une fois qu'on aura fini avec Gaza, on va partir avec l'Amérique s'attaquer à l'Iran, tu vois. Et moi, je pense que ça serait une bonne chose. Pourquoi? Bon, déjà, moi, il faut savoir que j'aime bien une partie du peuple iranien, donc ça me fait de la peine pour eux. Il y a des gens qui sont très bien, qui se battent tous les jours contre l'islamisme là-bas, qui essayent d'enlever leur voile, les femmes et tout. Je les soutiens à fond, ces gens-là, c'est un peuple intelligent. Voilà. Maintenant, je déteste les gens de la révolution islamique et compagnie, évidemment. Et donc, il y a un truc que je retiens de quand j'étais jeune, c'est que les gens ils disaient la Corée du Nord, ils auront jamais la bombe nucléaire. Et au final, ils l'ont eu. Et maintenant, pour les attaquer, c'est beaucoup plus compliqué, tu vois. Ça devient une armée vraiment puissante et avec surtout des fous qui ont la bombe nucléaire. Et ça fait peur, tu vois. Ouais, faut pas attendre trop, quoi. Et moi, je me dis qu'un régime comme l'Iran, qui aurait la bombe nucléaire, c'est trop dangereux. Donc, évidemment, bah, j'ai pas envie que des soldats y meurent. Faut savoir que mon fils, l'année prochaine, il va faire l'armée. Donc, ça, si c'est l'année prochaine, tu vois, c'est prendre des risques pour nos soldats. Donc, vraiment, je dis pas ça comme un va-t-en-guerre. Mais honnêtement, je pense que pour la sécurité d'Israël et pour que d'une manière pérenne, la région elle soit plus sûre, il faut absolument pas que l'Iran ait la bombe nucléaire. Et je pense que c'est pas à nous de les attaquer uniquement. Je pense qu'on va devoir avoir également l'Amérique avec nous, peut-être même l'Europe, tu vois. Très bien. C'est une affaire du monde occidental. En fait, si vous n'arrivez pas à vous rendre compte qu'aujourd'hui, c'est l'islamisme contre le monde libre partout dans le monde. Encore des Suédois, ils ont été tués, des gens partout dans le monde, des professeurs. Si vous ne voyez pas qu'ils essayent de nous imposer, les islamistes, les fondamentalistes, leur façon de vivre, qu'ils n'aiment pas la nôtre, et qu'en fait, ce qu'on fait, c'est lutter pour la liberté, et que d'être trop faible, c'est d'aller contre nos valeurs, et c'est leur donner du terrain, eh ben, c'est que vous avez rien compris. Là, maintenant, c'est fini. On n'est plus en 1980. Les Français ne sont pas racistes. Les Occidentaux ne sont pas racistes. Je pense qu'ils l'ont assez prouvé. Après, là, il faut se réveiller et avoir un sursaut identitaire et montrer qu'on n'est pas prêt à se laisser faire, tu vois, parce que c'est la seule façon de laisser notre civilisation en marche, quoi. Tu vois, personne n'aurait l'idée d'aller convertir les Chinois. Parce que les Chinois ne sont pas... Ils sont pas convertibles, c'est pas des canapés, tu vois le délire? Ah, peut-être, on ne sait pas, on n'a pas essayé. On n'a pas essayé surtout. Non, mais personne n'aurait l'idée d'aller faire ça à des Chinois, tu vois, et eux, ils nous détestent tellement parce que les Juifs, on se convertira pas, tu vois. Mais pour les chrétiens et pour l'Occident, ouais, ils disent que c'est jouable, tu vois. Et moi, j'espère qu'il y aura un sursaut parce que l'Occident, c'est ma civilisation, et voilà, j'ai pas envie qu'elle tombe entre les mains des islamistes, hein. On a quand même une plus belle culture. Alors, petite question, est-ce que tu penses être biaisé ou est-ce que tu es objectif par rapport à tout ce qui se passe, par rapport aussi à la situation? Est-ce que Je suis 100% objectif, tout simplement parce que moi, j'ai aucune règle, j'ai jamais eu de patron, j'ai jamais rien eu, j'obéis pas à ma mère, je fume des joints devant mon père. Donc, si j'avais envie de le dire un truc, je le dirais, quoi. Si demain, par exemple, on se mettait à décapiter les enfants à Gaza qui n'ont rien fait pour se venger, ben, je serais absolument contre, tout simplement, tu vois. C'est simple. Je rentre pas dans une machine de guerre comme un espèce de Mongolien. Très bien. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour Israël? Parce qu'on dit dans le chat, voilà, on fait beaucoup pour les Palestiniens, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose pour Israël? Bah, ce qui serait bien, c'est d'arrêter de relayer la propagande des terroristes, quoi, tout simplement. Ce qui serait bien, c'est que moi, j'aurais bien aimé. Moi, franchement, en gros, quand j'ai vu la Tour Eiffel aux couleurs de l'Arc de Triomphe, ça m'a vraiment ému, tu vois.
aux couleurs d'Argent. Pardon. Ouais, j'ai un petit peu en mode attends, c'est bizarre. C'est parce que je filme de la ville de... Non, quand j'ai vu la Tour Eiffel aux couleurs d'Israël, la Tour Eiffel aux couleurs d'Israël, vraiment, j'étais ému. Je me suis dit, vraiment, ça m'a... Tu vois, j'ai senti un soutien. Et même à chaque fois que, en ce moment, je regarde la télévision française, CNews et tout, et même parfois BFM TV, vraiment, je suis stupéfait. Parce que moi, j'étais le premier à me rebeller contre les journalistes, les détester. Oui, vrai que oui. Tu vois? Et là, vraiment, je suis stupéfait parce que ils sont justes. Et même quand ils veulent répéter les conneries du Hamas, ils donnent au moins les deux versions. Et donc, c'est bien. Tu vois le délire? Oui, il y a un effort qui est fait. Parce que dis-toi bien que dans 1 an, ce qui restera de tout ça, c'est que Israël aura bombardé l'hôpital et fait 500 morts. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. C'est la seule chose qui restera de tout ça. Malheureusement, que ce soit nous ou pas. Je sais, malheureusement. Et même avant, ça a commencé avant. Ça disait que vous bombardiez, génocidiez le peuple palestinien alors qu'on évacuait, etc. Enfin, c'est ce que j'expliquais. Je disais, bon, quand même, il me semble qu'ils vont pas attaquer directement des hôpitaux. Ils sont surveillés tout le temps. La communauté internationale est sur leur dos. Ils ont même repoussé, du coup, l'évacuation. Alors, tiens, pourquoi l'évacuation a été repoussée? Est-ce que l'armée, du coup, de Tsahal est déjà sur terre? Enfin, attaque déjà de manière terrestre? Non, elle n'attaque pas tout de suite. Attends, juste, je vais te dire, parce que le terme génocide, il convient absolument pas. Tous ceux qui disent génocide sans arrêt, en fait, le génocide, c'est vouloir détruire un peuple complètement. Par exemple, les Arméniens, ils ont souffert de génocide, peut-être même les Tchétchènes, les Juifs, mais jamais les Palestiniens. Et j'ai une preuve pour ça, c'est que tout simplement, ils sont passés de 200 000 à 8 millions et que Gaza, c'est l'endroit le plus peuplé du monde. Donc pour un peuple qui se fait génocider, c'est quand même bizarre que leur territoire soit le plus peuplé du monde au centimètre carré. C'est clair. Linmad qui demande si les dealers bossent pendant la guerre. Alors, je pense que oui, mais qu'est-ce qu'il y a en Israël pour la weed? Ah bah, vous voulez que je vous montre une image? Ah, si, vous voulez que je vous montre une image? Voilà, attendez, je vais vous montrer tout de suite. En direct de Tel Aviv, c'est légal à Tel Aviv. Voilà, c'est médical en plus. Et moi j'aimerais bien, hein, putain, je vous dis, prescription médicale. Après, là je dirais à ma femme, voilà chérie, maintenant c'est médical. Free Palestine. Alors si jamais vous voulez justement discuter, malgré tout, avec Ulcan, de manière cordiale bien entendu, et poli, vous pouvez venir, hein, même si vous êtes en mode Free Palestine, etc. Vous pouvez venir discuter malgré tout. Après, il faut réussir à s'écouter, réussir à échanger de manière courtoise. Et du coup, j'espère que cela vous intéresse. Et malheureusement, c'est vrai que ce soir-là, la situation est un peu tendue là-bas. Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est que la situation va sûrement empirer. Moi, j'ai dans l'idée de vous proposer qu'on se fasse aussi une petite plongée, alors déjà dans le Hamas. Et on ira aussi faire une plongée justement en Israël. On ira voir entre les colons. On va aller voir les orthodoxes, mais on va aussi voir comment vivent en fait les Israéliens dans les documentaires qui sont proposés. Et on va aller voir aussi de l'autre côté en Palestine, le Hamas, les conflits aussi des deux côtés. Hein, on ira voir un peu des deux côtés. Donc voilà, ne retombe pas dans la drogue. Non, ça ne risque pas, ne t'inquiète pas. Ça, c'est les sortes de craintes que vous avez, mais qui ne sont pas justifiées, mes chers. Donc voilà, ne vous inquiétez pas là-dessus. Ça Israël, effectivement. Mais là-dessus, c'est ça le problème, hein, c'est que aujourd'hui, là où a raison Ulcan, et certains me diront, oui, voilà, pro-Israël, machin et tout. Non, non. Mais là où il faut quand même être clair, c'est qu'il y a eu toujours un fond d'antisémitisme assez prégnant et puissant, que ce soit en France ou dans le monde entier. Faudrait pas que ça ressurgisse non plus, parce que c'est en ce moment on est dans une période où il y a beaucoup de choses qui vont se jouer. Et malheureusement, l'État d'Israël, c'est pareil, quoi. Il peut jouer aussi sa place en fait sur la map monde, hein, donc peut-être à un moment donné faire attention. C'est quand que Ulcan va faire face à la justice française? Il est fait déjà face, mais il est sur le territoire israélien. Mais il est fait déjà face malgré tout, et il est quand même jugé malgré qu'il soit pas sur le territoire exactement. Alors qu'est-ce que tu nous présentes? Alors, il faut savoir qu'en Israël, on a quand même de la chance pour certains trucs. C'est qu'on a la meilleure baie du monde, et ça de loin, vous pouvez me croire, parce que je fume depuis que j'ai 14 ans. Et j'ai fumé mon premier joint quand j'avais 8 ans. Et c'était un palefrenier soigneur quand j'étais en colonie de vacances qui m'a fait tirer une taffe sur son joint, et j'ai pas fumé après. J'ai commencé quand j'avais 14-15 ans. Bon, alors ça c'est des sachets de bœuf médical. Donc il faut savoir que quand on est malade en Israël, on peut avoir de la bœuf médicale, enfin pas pour toutes les maladies. Si on est anorexique, si on a eu des traumatismes, si on a des rhumatismes, des problèmes d'os, des cancers, des choses comme ça, et ben figurez-vous qu'on peut avoir de la bœuf. Et ce qui est extraordinaire, c'est que moi, je connais plusieurs personnes qui ont de la bœuf parce qu'elles ont soit le cancer, soit des choses comme ça. Et donc, effectivement, mon dealer, c'est une cancéreuse de 75 ans, chez qui je vais racheter les paquets plus chers. Elle se fait du bif et moi, je suis content de fumer du top qualité. Parce que c'est vraiment de la frappe.
Alors là, c'est quoi ça? Ça, c'est de la brownies. Qu'est-ce que c'est que cette brownies? Donc 24,4% de THC. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je travaillais dans le CBD avant. J'avais une entreprise dans le CBD. Et en fait, quand on vous dit, par exemple, il y a 20% de CBD, déjà, il faut savoir que c'est faux parce qu'il y a une relation au CBD par rapport au THC. Et si, par exemple, tu as moins de 1% de THC, tu peux pas avoir plus de 6% ou 7% de CBD, un truc comme ça, je me souviens plus des chiffres. Mais et en fait, donc, ce qu'ils font les gens qui travaillent dans le CBD ou dans le THC qui n'est pas médical et qui le font tester, ils mettent dessus un espèce de substitut, un espèce de liquide comme un sirop de THC. Ils l'envoient, ils le font tester et là ils disent ouais, il y a 30%. Mais c'est des conneries. C'est des conneries, mon pote. Tandis que ça, c'est de la réelle 24,4 testée en laboratoire. Je peux te dire qu'elle t'arrache la tête. Donc là, c'est de la brownies. Là, j'ai de la mini Pinaloca. Je n'ai pas encore ouvert le paquet, elle est magnifique. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai de la Freud, donc c'est un mélange de Critic Egg Plus et de Blueberry. D'accord, t'as quand même pas mal de variétés. Il est content, laissez-le se détendre. C'est pas le sujet, mais laissez-le se détendre, ça lui fait plaisir, bordel. Wedding Cook et Cash Mint, c'est vraiment magnifique. Alors bien entendu, il s'agit de traitement. Non, ça va pas sauter parce qu'il s'agit d'un traitement médical et c'est en Israël. Hein. Bien entendu, en France, il est totalement illégal de consommer du cannabis et c'est très mauvais pour la santé. Je vous interdis ni d'en consommer et bien entendu, tout ceci fait partie d'un traitement médical en réalité. C'est faux, c'est super bon. Voilà, bien entendu. Mais par contre, voilà, c'est un traitement médical qu'il a eu tout à fait légitimement. En réalité, la vieille dame de 72 ans n'existe pas. Il l'a tout à fait légitimement. Il ne dirait pas ça, vous, vous doutez bien, dans un état aussi totalitaire qu'Israël. Voyons. Voilà. Soyons fous. Alors du coup, cultivé en Palestine. Pardon. Alors que pense Vulcan du fait que l'extrême droite française est passée de pro-Palestine à pro-Israël? Eh ben, ça tombe, c'est très bien. Bah, déjà, c'est pas toute l'extrême droite. Et surtout qu'elle est passée d'antisémite à pro-sioniste. En fait, c'est pas toute l'extrême droite, c'est une partie de l'extrême droite et c'est celle que je soutiens. C'est la bonne droite, on va dire. C'est pas vraiment l'extrême droite. Et ouais, bah écoute, ils ont raison puisque nous on est l'Occident, donc c'est normal qu'ils soient de notre côté plutôt que du côté des islamistes. Après, il y a toujours une espèce de droite antisémite façon Soral ou autre, mais ça c'est des débiles. Après, moi j'avais dit aux Juifs. Il y a 12 ans, ou il y a 10 ans, ça par SMS. de voter pour Marine Le Pen. Et à ce moment-là, tu vois, j'étais très connu chez les Juifs parce que j'avais fait beaucoup de hacks et tout ça. Et ils m'ont tous dit, oui, ma grand-mère, elle était à Auschwitz, nanana, nanana. Et machin, et t'as pas honte. Et j'ai même pas répondu, je me suis dit, ils sont pas prêts. Et aujourd'hui, j'ai regardé BFM TV ou LCI, et celui qui défendait vraiment Israël, c'était un mec du Rassemblement National. Et moi, je trouve que c'est des gens très bien. Je mets au défi de trouver quoi que ce soit de raciste que j'ai entendu de la part de Marine Le Pen ou d'antisémite. Pour moi, c'est des gens vraiment très bien. Tout simplement, ils refusent que le pays soit islamisé. Et ceux qui sont contre eux, c'est ceux qui sont avec les islamistes. Tout simplement, c'est simple. Pour moi, aujourd'hui... si vous voulez continuer dans le même cycle, ben bientôt ce sera Bamako ou Djibouti, Paris. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous voulez, et c'est pas raciste ce que je dis. Vous n'avez pas envie de garder les valeurs occidentales? Pour vous, c'est pas beau ce qu'ont fait vos ancêtres? Je veux dire, en Algérie, ils ont envie de rester algériens. D'ailleurs, il y a un truc que je voulais dire à propos de l'Algérie. Je ne sais pas si tu sais, mais la doctrine algérienne, c'est de dire ceux qui ont le plus longtemps habité la terre sont ceux qui doivent y habiter. C'est ce qu'ils ont dit à la France quand ils ont voulu leur indépendance. Donc, vu que nous, les Juifs, on est restés sur cette terre pendant 2000 ans de plus que les Arabes, bah, tu connais la suite. Hein, selon la doctrine algérienne. Selon certains, vous êtes des colons. On est des colons. Selon certains. Alors, qu'est-ce que c'est? Les Juifs sont des colons en Judée. D'accord. Alors pourquoi c'est des colons en Judée? Tiens, explique-moi. Moi, j'ai pas forcément toutes les connaissances sur ce sujet, donc pourquoi c'est des colons en Judée? C'était ironique ce que je te dis. D'accord, je te pose la question. Premier degré. Désolé, moi je pose la question. En fait, j'ai pas toujours envie de revenir sur la légitimité même de l'État d'Israël parce que tu vois, il faut que ça reste dans la tête des gens. C'est notre pays et ça restera comme ça. Je veux dire, les 3/4 du monde, même certains extrémistes, il n'y a personne qui veut revenir en deçà des frontières de 67. Tu vois ce que je veux dire? La légitimité même d'Israël,
elle est évidente. Et c'était quoi ta question, excuse-moi? Je vais quand même y répondre. En gros, c'est pourquoi cette façon d'imaginer que vous êtes des colons, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est ce qui revient à chaque fois, même quand il y a un documentaire sur Israël, on parle de colons israéliens. Et même eux, tu sais, des fois, ça arrive dans certains documentaires, ils disent oui, nous sommes les colons israéliens, tu sais, genre ça n'a pas de sens quand tu dis pourquoi. C'est quoi ce rapport au fait d'être colon, à part l'Angleterre, peut-être, l'influence anglaise derrière? En fait, c'est simple. En 48, il y a eu Israël et le partage, etc. avec les Arabes. Les Arabes ont refusé, ils nous ont attaqués. En 67, la même chose. Sauf qu'en 67, on a récupéré beaucoup de parties d'Israël, à savoir Jérusalem, à savoir le Sinaï, le Golan et plein d'autres choses. Pour faire la paix avec l'Égypte, par exemple, on a donné le Sinaï qui fait 3 fois la taille d'Israël. On leur a rendu, après leur avoir pris pendant la guerre quand ils nous ont attaqués. Et en réalité, bah écoute, je sais pas, moi je crois pas qu'il y ait aucune colonie, tu vois. C'est simple. Avant, la Judée-Samarie, ça a toujours été aux Juifs, il y a toujours eu des Juifs là-bas. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a des villes entières qui sont remplies que d'Arabes. Et quand tu as des mecs qui vont vivre à côté, eh ben c'est une colonie. Parce que ils créent une ville à côté comme ça, il faut mettre l'armée, ils appellent ça des colonies. Pour moi, c'est absolument pas des colonies, frérot. Pour moi, Arafat, il est né en Égypte. Les Arabes qui sont là, c'est des Arabes qui n'avaient pas d'ambition nationaliste avant. Et de toute façon, il y a un truc qui est simple. C'est qu'on a 0,3% du Moyen-Orient, qu'ils ont 99,7%. Que chez eux, il n'y a pas de Juifs et que chez nous, il y a 20% d'Arabes. Et que, en réalité, ce qu'ils voudraient, c'est que, ils voudraient que à Hébron, par exemple, à Hébron, qui est un lieu où les Juifs vivent depuis 3000 ans, ils disent que les gens qui habitent à Hébron sont des colons. Ils disent que les gens qui habitent à Jérusalem, si c'est un peu trop à l'est, sont des colons. Ils disent que ceux qui habitent à 10 km de Jérusalem, dans le désert où ils ont construit un truc, c'est des colons. Alors qui les Palestiniens, dans l'idée, ou dans tous les cas, ceux qui critiquent Israël, qui vont dire que c'est des colons. Alors tiens, moi, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup par rapport à l'État des Palestiniens. C'est une démocratie, on est d'accord. Mais c'est un État religieux aussi. De quoi, Israël? Ouais. C'est pas vraiment un État religieux. Il me semble qu'il y a des accords avec du coup les ultra-orthodoxes. Alors c'est quoi comment ça se passe? Il y a quelques lois religieuses. Par exemple, le jour de Kippour, tu n'as pas le droit de rouler en voiture. D'accord. T'as pas le droit de faire du pain pendant Pessah. D'accord. Voilà, c'est les 2 grosses lois religieuses que je pourrais te dire. Alors, il me semble, alors je sais pas si c'est forcément vrai, mais j'ai vu que si tu te maries en tant que juif en Israël, tu passes devant un tribunal religieux pour divorcer aussi. Oui, en fait, il n'y a pas de... Ici, ça c'est hérité, si tu veux, de la colonie britannique. Ici, il n'y a pas de mariage à la mairie. Ici, le mariage, et c'est logique quelque part, c'est une affaire de religion. Et donc, les musulmans, ils se marient entre musulmans chez l'imam, et ils envoient après au gouvernement israélien, tu vois, il y a des imams qui sont qualifiés pour faire ça. Pareil pour les rabbins, et pareil pour les chrétiens. Les chrétiens, c'est les prêtres, les rabbins, les juifs, c'est les rabbins, et voilà, c'est tout. Et donc, du coup, il n'y a pas de mariage civil. D'accord, ok. Donc en fait, c'est pas vraiment un État religieux, mais il y a quelques lois quand même religieuses dans l'État. Et ça, c'est un accord avec Netanyahou, il me semble, non? C'est ce que j'ai cru comprendre. De quoi? En gros, il aurait accepté de laisser perdurer certains trucs, non? Enfin, c'est depuis toujours, ça. Il n'y a jamais eu aucune autre loi que ça. Je t'ai dit que c'était hérité de l'Empire britannique. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression politique des ultra-orthodoxes? Il y a une pression politique, mais il faut savoir qu'il y a 10% d'ultra-orthodoxes en Israël, et donc forcément, ils représentent un poids politique. Ils votent à droite, mais le problème, c'est qu'ils écoutent leur rabbin, tu vois. Donc le rabbin, il leur dit, il faut voter pour le rabbin là, et c'est quoi, eux? C'est, à Shabbat, il faut pas qu'il y ait de bus dans cet endroit-là, tu vois, c'est ça la politique. Moi, je suis totalement contre, parce que je suis français, tu vois. Je suis français et israélien, pour moi... je suis laïque, c'est-à-dire que pour moi la religion, ça n'a rien à foutre au gouvernement. Je comprends, c'est aussi simple que ça. Mais malheureusement, en fait, ici c'est à la proportionnelle.
Ce qui fait que c'est ultra démocratique, mais qu'à la fois, en même temps, ça fait des accords complètement cons. C'est-à-dire que, par exemple, le dernier Premier ministre, c'était Naftali Bennett, qui a été élu seulement avec 5% des voix, parce que c'est le seul qui a réussi à former une coalition. Là, Netanyahou, il aurait sûrement aimé composer sans les ultra-religieux, mais il n'aurait pas pu former de coalition. Il ne faut pas oublier qu'on a été parti voter 5 fois en 2 ans. Est-ce que c'est pas un problème, du coup, ça, réellement? C'est un très gros problème. Non, c'est pas l'influence religieuse. Ah, religieuse, mais c'est quoi le problème, alors? Vas-y. Le problème, c'est la façon de voter. Le problème, c'est qu'on ne devrait pas voter à la proportionnelle, on devrait faire un système de vote comme en France, parce que là, le problème, c'est qu'on est obligé à chaque fois de s'accorder avec tout le monde, c'est-à-dire, par exemple, le 3e parti d'Israël, c'est le parti arabe. Est-ce que tu comprends ça? D'accord. Donc c'est difficile. difficile. Dans le pays, hein. Pas en Palestine, vraiment dans le pays, quoi, en Israël. Dans le pays, je parle des Arabes israéliens. Le 3e parti, c'est le parti arabe. Donc forcément, la gauche, ils se mettent des fois avec les Arabes, donc ils gagnent. Mais nous, la droite, on se met pas avec les Arabes parce que les valeurs sont complètement inversées. Donc on préfère se mettre avec les religieux qu'avec les Arabes, c'est tout. D'accord. Mais moi, je suis contre ce système de vote. Je serais pour que ce soit un système de vote comme en France, où on pourrait vraiment appliquer sa politique. Mais est-ce que tu serais pour un État laïque en Israël, du coup? C'est-à-dire imposer finalement aux religieux, dire ouais, tu vas pas nous empêcher. C'est déjà plus ou moins un État laïque, dans le sens où c'est juste un État tellement démocratique que la partie religieuse est représentée. D'accord. Mais c'est déjà un État laïque dans le sens où si c'est Shabbat, dans la religion, normalement, c'est peine de mort si tu ne suis pas Shabbat, alors que là, tu peux fumer des joints dans Tel Aviv et aller aux putes et être pédé, tu vas avoir aucun problème. D'accord, très bien. Alors, donc c'est quand même laïque. Que pense le camp des juifs noirs et autres, du coup? C'est une question. Elle est un peu bizarre, mais je la pose. Je suis désolé, j'avoue, elle est bizarre. Les juifs noirs et autres, moi ce que je pense c'est que les meilleurs juifs c'est les juifs tunisiens et spécialement les juifs Grana qui viennent d'Italie. Pourquoi? Et qui sont ensuite partis en Tunisie parce que j'en suis un et je pense que je suis une race parfaite et qu'on a beaucoup de réussite. Et ensuite, sinon les autres, les juifs kurdes, les juifs irakiens, les juifs noirs, j'en croise tous les jours. Ma meuf par exemple c'est une juive kurde. Donc j'ai mangé chez elle, sa mère elle parle le persan, c'est-à-dire l'iranien, elle me raconte la guerre avec Saddam Hussein, les trucs comme ça, et voilà, donc c'est sympa, j'apprends des cultures du monde entier, tu vois, je mange des plats kurdes, et j'aime beaucoup les Kurdes de toute façon de manière générale, même les non-juifs, ils ont beaucoup de courage, surtout les femmes, et j'aime beaucoup ce peuple. Non, c'est la question qui est bizarre, c'est pas le fait qu'il y ait des juifs noirs. Je sais qu'il y a des Éthiopiens, je dis juste que c'est la question, genre, qu'est-ce que tu penses des juifs noirs, genre, pourquoi? Mais bon, genre, quand il serait forcément... voilà, je sais pas, je vois pas pourquoi. Mais, en tous les cas, autre question, je regarde un petit peu. D'abord, je dis pas les croyances, je regarde s'il y a d'autres questions qui sont posées. Les juifs d'Amérique du Sud, il est con. Non, vous êtes bêtes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres gens qui voulaient poser des questions dans le Discord? Réa, petite question, peut-être idiote. Comment sont les relations commerciales entre Israël et le reste du Proche et Moyen-Orient? Israël est-elle isolée? Non, on a même beaucoup de commerce avec les Palestiniens. Il faut savoir que, par exemple, SodaStream, c'était dans ce qu'ils appellent... C'était ce qu'ils appellent dans les colonies, puisque c'était à la mer Morte et qu'ils considèrent que c'est des colonies, je sais pas qui, tu vois, alors que c'est totalement chez nous. Il y a une partie qui est en Jordanie, une partie qui est chez nous. Et donc, il faut savoir que SodaStream, c'était un mec qui aimait beaucoup qui voulait aider les Palestiniens, tu vois. Et donc, qui en a embauché des tonnes et qui les a payés au même salaire que les Israéliens. Et pendant ce temps-là, tu avais en France les crétins de BDS, boycott des sanctions, qui ont tout fait contre SodaStream. Du coup, SodaStream a eu je ne sais quel problème, ils ont dû partir de là-bas. Et du coup, les Palestiniens, ils ont pété un plomb parce qu'il y a eu au moins 10 000 personnes qui travaillaient qui se sont retrouvées sans travail. Très bien. Petite question que je me pose, c'est est-ce que si la guerre continue et dure, est-ce que tu envisages, ou pas du tout, de te relancer dans ta carrière, façon de parler, de hacker ou de casse-couille pour les casse-couilles aussi? Est-ce que tu as envie de redevenir un poil à gratter? Ou pas du tout? Honnêtement, je vais t'expliquer un truc. Ils ont découpé des bébés, ils ont brûlé, ils essayent d'envahir mon pays. Je vais pas les appeler au téléphone pour leur faire des blagues.
Ouais, tu vois le délire? Ouais, je vois bien. Et ouais, tu te sentirais pas utile du tout, quoi, dans l'idée. Non, si on me donnait une calache et qu'on me disait va faire un truc, sûrement je le ferais parce que j'ai envie de défendre mes valeurs, tu vois. Parce que je préfère mourir en défendant mes valeurs et ma patrie que mourir d'un cancer ou d'une crise cardiaque. Mais franchement, je pense même que ça serait un manque de respect de combattre comme ça, de faire des blagues téléphoniques alors que des bébés sont morts. Non, c'est pas possible. Tu penses pas que même des actions plus perturbantes, pas forcément, voilà, tu penses pas que ce serait utile, toi? Ouais, vraiment pas. Toi, tu te vois que faire des blagues téléphoniques, en fait. C'est quand même marrant. Écoute, honnêtement, moi je suis rien. Si je peux, je donne de l'argent aux soldats, je fais ce que je peux, je fais des trucs comme ça. Et moi, honnêtement, je peux rien apporter que le Mossad ne puisse pas faire. Que tu vois, il faut rester humble, quoi. Je peux rien. Mais c'est intéressant parce que ça montre aussi le recul que tu as sur la situation finalement. Et c'est très différent de Soral, où tu fais une grande différence entre les deux. Et quelle solution finalement pour sortir de ce putain de conflit qu'on me pose? Parce que les gens sont très stressés. Là, j'espère qu'ils vont éliminer totalement le Hamas, ou en tout cas les empêcher de nuire. J'espère qu'ensuite on attaquera l'Iran et le Hezbollah, quoi, tout simplement. Moi, ça me fait chier qu'il y ait la guerre, mais j'aimerais me débarrasser des terroristes. J'aimerais que l'islamisme ne soit pas une menace pour l'Occident. Je pense qu'on a des valeurs qui sont nettement supérieures. On respecte les femmes, on laisse parler les gens. Quand on n'est pas d'accord, on se met pas des coups de couteau. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, les valeurs occidentales sont largement supérieures. Je les aime. J'ai été éduqué en France. J'aime l'éducation française que j'ai reçue. Et moi, je me battrai pour ces valeurs-là, tout simplement. Et je suis prêt à endurer la guerre, même si, franchement, c'est horrible de vivre comme ça. C'est fatigant. Je suis prêt à endurer pour nettoyer la zone, tout simplement, et j'espère qu'il y aura un minimum de morts innocents. Je dis pas de civils, hein, parce qu'il y a plein de civils qui ont attaqué, qui se sont réjouis et qui ont fait, tu vois, mais par contre, si des innocents meurent, ça m'embêterait vraiment. D'accord, très bien. Alors Davidou, tu peux venir dans le Discord où tu pourras prendre la parole, et j'ai une question pour toi encore, c'est bonjour. Pensez-vous que le retour du nazisme dur, catho ou païen, aussi bien anti-juif, anti-noir, anti-arabe, semble possible en France ou en Europe? Non, pas du tout. Non, je pense que la droite aujourd'hui, elle est éclairée. Les gens, ils sont bien réveillés. Ils ont un discours qui est beaucoup plus cohérent que les gauchistes. Et à part quelques mongols de fascistes pro-nazis, honnêtement. Non. Et puis même des nazis, maintenant, ils commencent à se dire juifs. Alexis Sora, qui était un néo-nazi, était soi-disant donc sioniste, pro-sioniste, etc. Imagine-toi comme futur pour Gaza à moyen terme. Je voudrais juste te dire un truc, c'est que moi, depuis que je suis jeune, moi, ce que j'ai connu, c'est les bombes dans le RERP. C'est Mohamed Merah qui attaque. Moi, j'ai jamais vu de nazis ou de chrétiens essayer de me faire quelque chose ou attaquer des juifs. Donc ces trucs d'extrême droite, etc., j'en ai marre qu'on les mette en boucle. C'est sûr qu'à une époque, l'extrême droite, c'était un énorme problème. Aujourd'hui, le problème, c'est l'islamisme. C'est pas la droite ni l'extrême droite. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Évidemment, si on parle des fous furieux et des idiots, c'est un problème. Mais si on parle de Jean Messia et de Marine Le Pen, désolé, pour moi, c'est eux qui sont sur la bonne voie. Très bien. Très bien, ça répond parfaitement à la question. GG les bonnes hyperactivités, oui, on a un beau... le problème, c'est Israël. Alors, Carapil, si tu veux venir discuter, tu peux. Après, j'ai vu que tu avais mis 800 morts, alors tu as augmenté un peu les chiffres. Normalement, c'était 500, c'était pas 800 dans l'hôpital, donc là, faut quand même arrêter bientôt arriver à 5000. Faut quand même... voilà, on va réduire les chiffres. Alors, attends, faut que je retrouve mon Davidou. Le problème, c'est que je sais pas lequel c'est, parce qu'ils changent tous de nom et de PP, donc c'est compliqué. Davidou, est-ce qu'il peut se... Captain Bigleux. Voilà, bah oui, mais forcément, moi, je me perds, forcément. Bonsoir. Bonsoir, Davidou le plus haut. Bonsoir le camp, oui, excuse-moi, oui, c'est David ou Pludo, Cracoïde Zélé, tout ce que tu veux. Pas de soucis, c'est moi, y'a pas de problème, moi je te présente. Ah, je suis embêtant, je change de pseudo, oui. Bonsoir Hulkan aussi. Non, vous êtes tous embêtants, tous dans le Discord. Alors vas-y, oui, David, c'est à toi. J'en revenais sur une chose, quand tu parlais à un moment de l'immigration, à un moment je parlais par exemple avec mon pizzaïolo qui est arabe et tout ça, il m'expliquait une chose en ce qui concernait la migration qu'il y a eu quand il y a eu la création de l'État d'Israël. Ça a connu un tel succès qu'il y a eu beaucoup de juifs qui sont venus sur cette terre-là après, bon, effectivement, la fin de la Seconde Guerre mondiale et toutes ses conséquences. Et notamment, si on prend un exemple, notamment des juifs russes, à un moment en 1928, carrément ça remonte avant la Seconde Guerre mondiale, Staline avait créé l'oblast de Birobidjan, qui existe toujours et qui est même en superficie
plus grand qu'Israël, on va dire, mais dans un endroit de la Russie, enfin bon, l'actuelle Russie qui est tout, voilà, au fond de la course, tu vois ce que je veux dire. Mais ça n'a pas connu le succès même à l'époque. Donc effectivement, il y a eu le succès de la création d'Israël, et ce qui m'expliquait en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui étaient effectivement de confession juive, mais qui n'étaient pas issus quelque part, enfin qui étaient des convertis ou des descendants de convertis, mais pas issus du peuple juif originel. C'est ce qui m'expliquait tout ça, parce qu'effectivement, ce sur quoi là où Ulcan a raison, c'est que c'est vrai que les juifs ont toujours été présents de façon continue, notamment à Jérusalem, mais ils étaient minoritaires, tout ça, bien qu'il y ait eu la diaspora, c'est vrai. Donc effectivement, il y a eu ce problème, c'est la question que je vais d'abord poser la première, de ceux qui sont convertis. Je ne parle pas de ceux qui sont convertis récemment, comme on voit dans le showbiz, mais qui sont convertis depuis longtemps, parce que j'ai entendu dire qu'en fait, le mot les synagogues, en fait, étaient, il y a longtemps, peu après la diaspora, des lieux de conversion, et qu'en fait, ils priaient dans des temples. Ensuite, maintenant, on dit que c'est les synagogues, les lieux de prière et tout ça. Alors, qu'est-ce que Ulcan, il en pense de ça? Quel est son point de vue là-dessus? Au sujet de quoi? Du temple et des synagogues? En fait, on dit on va au temple, c'est la même chose. On appelle ça un temple, une synagogue. Ouais, oui, c'est la traduction. Oui, aujourd'hui. Mais à l'origine, il y avait, si tu veux, une sorte de distinguo, et par rapport à ça, ou le fait qu'il y ait des gens convertis... Peut-être que tu parles du temple à Jérusalem de David et de Salomon, c'est ça? On va dire en général, on va dire l'objet tel quel de prière, si je puis dire. Parce qu'à un moment, je précise, je vais être un peu plus précis, excuse-moi, c'est-à-dire qu'à un moment, je sais que dans le judaïsme, il n'y a pas de conversion, voilà, ils ne cherchent pas à convertir les gens, mais qu'à un moment donné dans l'histoire, je crois, quand il y a eu la diaspora, les synagogues étaient des lieux de conversion, et les temples étaient des... Il n'y avait pas forcément qu'un seul temple, je veux dire, des temples étaient des lieux de prière. Et j'ai entendu ça, alors c'est peut-être des bêtises, hein, tu vas me dire que l'un en fait explique l'autre, mais est-ce que, pour ainsi dire, pour simplifier la chose, est-ce que ceux qui sont convertis, mais qui ne sont pas issus du peuple d'Israël à la base de la région, pour toi ont une légitimité à être présents? Parce que ce que m'expliquait justement un arabe, c'était ça pour lui qui posait problème, et que cette migration, ces Askénazes n'étaient pas légitimes, c'était des convertis et compagnie, et pas de vrais juifs originels. Qu'est-ce que tu penses de ça, ou est-ce que c'est des conneries? Alors, déjà, ce que je pense, c'est que effectivement, les Ashkénazes, la lignée maternelle, parfois, c'est des convertis. Puisque ils avaient pour coutume souvent d'aller de se marier avec des filles locales. Par exemple, si c'était des Ukrainiennes, bah, elles se convertissaient, ils se mariaient avec, tu vois. Pas tous, mais il y avait une partie, tu vois. Donc, oui, c'est un exemple, je comprends. Donc, ce qui fait que du côté de la mère, effectivement, il y en a qui n'ont pas la lignée juive ancestrale, mais du côté du père, si. D'accord. Du côté du père, ils ont tous la même lignée ancestrale, mais de toute manière, tu sais, je veux dire, tu vois, chez les juifs, on peut se convertir, contrairement à ce que tu as dit, mais on n'est pas prosélyte. Je pense que c'est ça que tu voulais dire. Oui, ouais. C'est ce que je voulais dire, pardon, excuse-moi, je précise. Mais au bout d'un moment, quand tu es converti, ben, tu fais partie du peuple. Et en fait, c'est ça qu'on ne peut pas expliquer, c'est que juif, c'est ni une religion, ni un peuple, c'est tout à la fois, tu vois. C'est plus compliqué. Et au bout d'un moment, il va se marier avec un juif, et puis voilà, c'est tout. Il y aura racialement, mais de toute façon, c'est pas une histoire raciale. À partir du moment où tu es converti sincèrement, vraiment, bah, tu deviens juif. Oui, enfin, sans dire pour les religieux, je parle. Oui, voilà ce que je veux dire. C'est pas le fait, je veux pas employer forcément ce terme-là, mais du fait qu'il y a eu des gens qui se convertissent. Je sais que c'est pas une religion prosélyte, c'est-à-dire comme l'islam, qui eux veulent effectivement convertir les gens, ou le christianisme. Je sais que ce n'est pas le cas du judaïsme, mais je sais que quand on se convertit, c'est des conversions assez longues, ça dure, je crois, 4 ans. Enfin, il y a beaucoup d'études qu'il faut faire, beaucoup de choses. Ah, il est parti. Non, il est avec son siège juste à côté. Voilà, beaucoup de choses à connaître. Ensuite, effectivement, quand on parlait d'un état religieux, ce qui se passe, c'est que moi, quand je faisais de la catéchèse, petit, j'en ai beaucoup fait quand j'étais petit, il y avait cette question qui revenait. Je posais un jour, je précise que je suis protestant, bon, non pratiquant, voilà, on fait... Bon, enfin, ça c'est une chose, c'est personnel, mais à un moment, je posais la question. Il m'a dit, dans les Écritures, on va dire les choses comme ça, sans employer le mot religion pour pas froisser des gens, il y a des gens qui n'y croient pas. Il disait effectivement, Dieu a donné une terre, peuple élu, voilà, on vous donne une terre promise et compagnie. Ça, tout le monde le sait. Mais il est dit aussi que dans les textes, il est dit, je ne sais pas si c'est dans le livre de Daniel qui fait office un peu d'apocalypse chez les Juifs ou dans l'Apocalypse, qu'il y aurait un retour du peuple juif sur la terre d'Israël qui était annoncé. Et que donc même en tant que chrétien, que tu sois catholique ou protestant compagnie, eh bien, il fallait valider quelque part cette prophétie, si je puis dire ainsi. C'est-à-dire qu'il y aurait un retour effectivement du peuple juif sur sa terre et compagnie. Après, ensuite, il y a la phase...
faut dire aussi à l'origine que Israël était un royaume à la base et pas un État république laïque, et que c'est là effectivement, si on se réfère à l'Apocalypse, que c'est là que se situerait carrément l'épicentre de la fin des temps et compagnie, l'Armageddon et tout un toit. Bon, enfin là, j'extrapole un petit peu, et effectivement, quand on parle des bases religieuses, c'est surtout par rapport, ce qu'on m'expliquait, aux écrits. Et donc il m'expliquait, il dit quand on est croyant et quand on est, on va dire même chrétien, il a dit il faut croire en ça. Voilà, quand on est croyant, et en gros le valider puisque ce sont les Écritures. Tu vois, dans l'esprit protestant, il y a la notion de sola scriptura. Et est-ce qu'aux yeux d'Ulcan, même si je sais qu'il n'est pas très religieux ou pas trop, est-ce que lui, il estime que, même s'il n'est pas de culte, ça il n'est pas au sens religieux, mais de culture juive, est-ce que lui, il valide ça, la création d'Israël, par rapport aux Écritures de son point de vue? Je pense pas. Vas-y, pardon, je veux pas parler à ta place. La question pas trop complexe, je veux dire. Non, mais c'est clair, hein, ça, c'est clair. Tout à l'heure, tu as parlé, de l'État juif de l'Union soviétique qui devait être construit et qui a été construit. Et également, il devait en avoir un en Ouganda. Mais il faut savoir que ça n'a pas fonctionné, tout simplement. Parce que déjà, les Juifs, au départ, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient sionistes avant la Deuxième Guerre mondiale, parce que pour eux, c'était un peu une utopie. Les Juifs ne croyaient pas trop à ça. Ouais. Attends, excuse-moi, parce que je suis en train de fumer en même temps, alors je perds le fil. Alors du coup, est-ce que tu crois aux écrits? Est-ce que tu penses que finalement la révélation est réelle? Est-ce que ça justifie finalement la création d'Israël? Voilà. Non, alors ce que je te disais, c'est qu'en fait, si ça n'a pas marché en Ouganda et dans l'Empire et chez les Soviets, c'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas ce côté religieux. En fait, chez les Juifs, depuis 2000 ans, depuis qu'on est parti, qu'on s'est fait chasser par les Romains d'Israël, on répète tout le temps l'an prochain à Jérusalem, chaque année dans la prière de Pessah. La formule, ouais, je la connais, oui. Et donc, effectivement, le fait que ça a été prédit par nos prophètes et écrit dans la Torah, effectivement, ça a aidé au fait que les Juifs retournent en Israël massivement après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, je pense que c'est une part du succès. Après, est-ce que ça légitime Non. Pour moi, ce qui est légitime, c'est le fait que les Juifs ont toujours été sur cette terre, c'est la géopolitique, c'est les preuves archéologiques, parce que tu es en train de parler des Ashkénazes qui ne seraient pas totalement juifs ou de certains juifs convertis, mais il ne faut pas oublier que les 3/4 des Palestiniens, et je peux t'envoyer une vidéo qui le prouve, ce sont des Égyptiens, des Jordaniens, des Syriens, voilà. Donc, quelle légitimité, eux, ils auraient à être sur cette terre? Parce qu'en fait, pour moi, je dirais effectivement, tu parlais de l'exemple de l'Ouganda, il y avait même eu Madagascar ou compagnie, parce que en fait, moi, je me disais, bon, maintenant, c'est totalement utopique ce que je dis, mais qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ils auraient pu dire, on va créer un État dans un endroit quand même, parce que l'oblast de Birobidjan, faut regarder où c'est au niveau météo, tout ça, au niveau des sols, voilà, il y a rien à y gagner, ils l'ont mis vraiment dans un endroit vraiment tout pourrave, faut dire la vérité. Mais de se dire, voilà, ce qui est important, c'est qu'ils aient un foyer juif où ils peuvent se sentir en sécurité, mais surtout en paix. En retournant pour des raisons religieuses que je peux comprendre, il y avait aussi ce risque, et on voit aujourd'hui, de conflagration qui est permanente, parce qu'au final, comment ça va se terminer, tout ça? C'est ça, mais imaginons qu'ils gagnent, se dire au bout d'un moment, ça n'arrêtera jamais. Est-ce que quelque part, vivre toujours sous tension, d'ailleurs on voit bien que tu en parles, que tu t'inquiètes, même pour ton fils, ce qui est légitime, tu te dis, est-ce que vraiment le fait religieux, même si tu l'es pas, ça vaut le coup de vraiment s'attacher de façon viscérale à cette terre, même si ça peut être légitime, en sachant les conséquences qu'il y a aujourd'hui et que ça risque de mener à une extension, voire, comme beaucoup peuvent le disent ou le prédisent, à une troisième guerre mondiale généralisée qui serait en gros la fin du Kali Yuga, comme le dirait un certain Captain Benzen. Ça vaut le coup à 100%. Ça vaut le coup déjà premièrement parce que jamais il faudra donner du terrain aux islamistes. Déjà, c'est la première raison. Le fait que sinon ils vont t'attaquer si tu dis ci ou ça, c'est pas une raison pour pas parler. Le fait qu'ils vont t'attaquer si tu pars pas, c'est pas une raison pour partir. Au bout d'un moment, tu vois, on doit se défendre. On est une civilisation puissante. On n'a pas à fuir devant des ennemis en dromadaire. Au bout d'un moment, tu vois le délire. Et deuxièmement, non, on est très attaché à cette terre. C'est la terre de nos ancêtres. On l'échangerait contre rien au monde, même contre 10 fois la superficie, même contre des endroits avec du pétrole. Même ou des contre diamants. l'Arkansas. Et je voudrais dire que c'est pas tout le temps comme ça en Israël. Effectivement, là, on est en guerre, c'est un état stressant, c'est la vie de la guerre. Mais en général, on est très heureux. Vous pouvez regarder
les statistiques en Israël, on est bien plus heureux qu'en France. Je crois que c'est le 4e pays le plus heureux du monde. Les gens, ils sont très libres. Ils font exactement ce qu'ils veulent. Ils vont en fête. Il n'y a personne qui les juge. Il y en a, ils ont quatre machins dans le terrain, là, 4 aiguilles. D'autres, ils ont des trous. D'autres, c'est des transsexuels. Chacun, il est libre. Il y en a, c'est des religieux. Chacun fait ce qu'il veut. Les gens, ils sont très heureux. Personne ne s'agresse. Moi, je passe dans les manifestations de gauchistes, je les insulte de fils de chien, il n'y en a jamais un qui m'a tapé. Ils avec ton petit drapeau Israël et tout, il se prend une photo dedans, il m'envoie des photos, c'est quoi? Ils sont 1000 contre 1, ils m'ont jamais tapé. Et moi, s'il y en a un qui passe et qu'on est 1000 contre 1, je ne le taperai pas non plus, tout simplement parce qu'on est des gens civilisés et j'aime vivre avec mon peuple. Et j'adore ma terre, et c'est tout, gros. On cédera rien du tout. Je pense qu'on vivra en paix au bout d'un moment. Regarde, on a réussi à faire la paix avec l'Égypte, on a réussi à faire la paix avec la Jordanie, avec plein de pays arabes, on était au bord de faire la paix avec l'Arabie Saoudite, et c'est ce qui a déclenché cette guerre. Parce que ça, l'Iran ne peut pas le tolérer. Et les Arabes, ils ont marché dedans, malheureusement. Je sais même, est-ce que tu as entendu parler, c'est ma dernière question, parce que je crois qu'après il y a d'autres personnes, et moi je dois aller travailler. C'est qu'à un moment, je ne sais pas si tu as entendu parler, à un moment, l'autorité égyptienne, mais ça remonte à quelques temps en arrière, avait proposé, tout en gardant la bande de Gaza, de leur donner 75% du Sinaï aux Palestiniens en disant « On va vous donner un État, à vous, qui serait reconnu par Israël, ils ne seraient pas contre, et même les Égyptiens ne seraient pas contre perdre une partie de ce territoire, même si je sais que c'est un peu des cailloux, hein, mais voilà, il faudrait un peu de littoral pour eux, pour que vous puissiez avoir un État, vous, même beaucoup plus grand qu'Israël. Tu parlais effectivement de la taille du Sinaï, et il ne donnerait pas tout le Sinaï, mais une énorme partie, relié à la bande de Gaza, que ce soit pas séparé, Cisjordanie, tout ça et compagnie. Et Abbas avait refusé, et le président égyptien avait dit à l'époque, mais attendez, que vous refusez aujourd'hui, vos enfants diront oui demain. Parce qu'au bout d'un moment, il faudra bien qu'on sorte de ça. C'est ça, tu vois, c'est toujours la finalité de la chose. Je sais qu'on peut vivre en Israël, que c'est très sécuritaire, tout ce que tu veux, malgré ce qui s'est passé, mais à un moment, je veux dire, vivre sous tension, au bout d'un moment, c'est quand même quelque chose. Et par rapport à ça, cette idée d'une Palestine qui serait effectivement... Enfin, d'un Sinaï qui serait palestinien, est-ce que tu penses que ça pourrait être une solution? J'en avais parlé ici, les gens me disaient non. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais bien sûr que ça pourrait être une solution, mais ce que tu comprends pas, c'est que c'est absolument pas un conflit ni territorial, ni de rien du tout. C'est un conflit pour eux de religion. Ils veulent nous tuer, les juifs, c'est tout. Je t'assure que ça s'arrête là. Je t'assure. C'est vrai que la propagande du Hamas, malheureusement, c'est ça. C'est vrai que la propagande du Hamas, elle est assez simple. Hein. C'est nous, à la Wakbar, il faut tuer des juifs. Malheureusement, si on prend que le Hamas, quoi. Parler dans le cadre, simplement, je vais parler de choses parce que c'est une chose qui n'a pas été abordée, je crois, c'est pour ça que je voulais aborder ce sujet-là. Plus personne n'en parle aujourd'hui, même si je sais que c'est pas un conflit, effectivement, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre, on va dire, faire simple, le Fatah nationaliste qui veut un État, et le Hamas qui est un État religieux, qui se bat pour l'Oumma. Je vais prendre un exemple d'ailleurs par rapport à ça, je vais faire un parallèle avec ce qui se passe, par exemple, en Arménie. Il y a de cela 2 décennies avant, quand il y avait eu la guerre au Haut-Karabakh, à un moment, donc les Azéris n'arrivaient pas à se débarrasser, les Arméniens leur tenaient la dragée haute. Et à un moment, le gouvernement azéri avait fait appel à Shamil Bassayev et Ibn Khattab, qui étaient les 2 successeurs, je ne sais pas si tu as entendu parler Lucan, chefs tchétchènes, redoutés par la Russie, avec des unités d'élite et tout ça. Et ils ont dit, venez nous aider à battre ces chrétiens, ces Arméniens et tout ça. Shamil Bassayev et Khattab ont dit, d'accord, on arrive, on va vous amener des unités. Et pourtant, ils se sont retirés du conflit avec les Azéris. Ils ont dit aux Azerbaïdjanais, mais vous battez pourquoi exactement? Mais pour la nation azérie, le nationalisme azerbaïdjanais. Je fais, ah mais non, mais moi c'est pas pour ça que je me bats, moi je me bats pour l'Oumma. Je me bats la nation islamique, mais pas pour votre nationalisme azerbaïdjanais, quand bien même ce serait sous le drapeau de l'islam. Allez, on se barre, ça m'intéresse pas. Il dit non mais c'est vrai, il disait, alors que lui il avait pas peur d'aller à la guerre et d'envoyer des hommes. Hein. Mais il a dit non, le nationalisme azéri, rien à foutre. Et pourtant, c'est des musulmans chiites, je précise, mais eux ils ont dit non, on retourne en Tchétchénie, tout ça et compagnie. Mais effectivement, ce que dit le camp, c'est vrai que maintenant on est passé du nationalisme à effectivement une guerre de religion, quoi. Ça là-dessus c'est vrai. Une sorte de leur côté, hein, parce que nous on ne fait aucune guerre de religion. Oui, c'est effectivement, c'est même effectivement un exemple, parce qu'effectivement, il y a une conception effectivement de la nation palestinienne telle que beaucoup le défendent des gens de gauche et tout ça, même légitimement, mais dans leur tête, il faut savoir qu'effectivement, dans le Hamas, quoi, même s'il y en a qui sont pour ou contre, c'est effectivement dans la charte, ça a été prouvé, hein, et il y a effectivement une logique qui n'est pas du tout, contrairement à ce qu'ils disent, le nationalisme palestinien, il y a même aussi les salafistes. Hein, il y a eu l'histoire, je ne sais pas si tu as entendu parler du fameux, comment il s'appelle, Vittorio Arrigoni, est-ce que ça te dit quelque chose? Vittorio Arrigoni était un militant italien pro-palestinien et qui lui au moins avait les couilles d'aller sur place. Il y allait, voilà, parce que les militants qui restent dans leur fauteuil, c'est facile, quel que soit le camp d'ailleurs. Et quand il est allé à Gaza, il s'est fait choper par des salafistes, pas le Hamas.
il a été capturé, il s'est fait défoncer la gueule, ils ont fini par le buter. Alors qu'il était connu comme militant, et c'était en 2011, et le Hamas qui a débarqué chez les salafistes, ils en ont buté 2, enfin dans le jugement ils en ont tué 2 et mis en prison un autre. C'est-à-dire que même eux, ils étaient assez puissants pour s'en débarrasser, mais même eux ils disaient on a du problème avec les salafistes, qui sont encore plus radicaux que nous. Alors, on rigole, mais tu vois, c'est même ça, ils ont même encore un problème sur une phase encore plus religieuse, même si elle reste très minoritaire pour le moment. Pour l'instant, ils ont la dragée haute, mais va savoir. Et tiens, il y a une question aussi qui est posée. Siap qui dit, yeux clos, un jour, un prof d'histoire m'avait dit qu'il y a 15 ans que si l'autorité palestinienne n'a jamais créé d'État palestinien, c'est parce qu'il serait automatiquement dans le Commonwealth. Qu'en penses-tu, le camp ? Je pense que s'ils n'ont jamais créé d'État palestinien, c'est parce qu'ils veulent aucun accord. Je pense que... Enfin, il y a eu une tentative à un moment avec les accords... avec les accords d'Oslo. Simplement, les Palestiniens étaient archi contre. Et voilà, c'est parti en couille directement. Il y a eu plein d'attentats. Après, c'est vrai aussi que Yitzhak Rabin a été assassiné. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ils ne cherchent pas réellement à faire un État à côté d'une autre. Il faut savoir qu'ils ont déjà quasi un État à côté d'une autre. Parce que vous voyez les Palestiniens comme des pauvres types, mais ils habitent dans des villes qui sont pratiquement aussi bien que les nôtres. Et ils ont des villes même mieux que certaines villes israéliennes. Par exemple, Ramallah, c'est une ville où tu vis bien, tu vois. Il y a des universités, il y a des docteurs, il y a des boîtes de nuit. Il faut arrêter de les voir comme des clochards. Hein. Bon, ok. Je voulais dire, ok, d'accord, ok. Bon, moi, je vais arrêter pour ce soir. Donc, Zioclo, tu peux... Ah oui, Zioclo, à l'occasion, petite parenthèse, faudra qu'on cause tous les deux pour tu sais quoi. Hein. Oui, pas de souci. Pas de souci. Voilà, alors tu peux me muter, puis moi, je vais pas tarder à aller au boulot. Écoute, Draconide Zélé, toujours très zélé, te salue bien. Eh bien, merci à toi. Merci et bonne soirée à Davidou, le plus doux. Eh bien, salam à toi, mon cher Samo. C'est installez-vous confortablement. Donc, il y a une question qui me dit... alors c'est David qui disait si les Juifs avaient fondé un État en Ouganda ou à Madagascar, les musulmans arabes auraient dit que le 3e lieu saint est là-bas. Alors ça c'était plus une affirmation. J'attends que Hugo revienne et je vais lui poser la question qui m'a été mise dans les dons et après je poserai la question d'Antokia par rapport à Vincent Lapierre. Pro qui a des news de Issora. Issora on sait pas s'il est mort, on sait pas s'il est vivant. On se pose la question. Moi, je pense qu'il est peut-être vraiment mort. Et ça, c'est le problème, quoi. C'est le problème. Alors, question qu'on te pose. Le premier ministre écossais, Humza Yousaf, un exogène musulman, se dit prêt à accueillir 1 million de réfugiés palestiniens. Que penses-tu, le camp, de ce projet qui mène au chaos contre les Blancs, car ces immigrés sont envoyés en Union européenne? Moi, je pense qu'apparemment, les Européens aiment beaucoup les Palestiniens. Ils comprennent leur cause et qu'il serait temps que les Palestiniens mangent un peu de raclette en Savoie. Oh non, on a vu, c'est gentil. Et Lucan, as-tu regardé les micro-trottoirs de Vincent Lapierre? Et si oui, voudrais-tu débattre avec lui, contre lui, sur Israël-Palestine? Ouais, pourquoi pas. Ok, et il y en a un autre qui demandait, est-ce que tu accepterais de débattre contre Soral aujourd'hui? Avec le recul. Toi qui as exigé à l'époque un débat contre Soral, en vrai. Honnêtement... pourquoi pas, mais je pense que je serais obligé de l'insulter. Bon, je pense qu'il le ferait avec joie. Je pense aussi que c'est ça le pire, une sorte d'échange. Raclette sans charcuterie, par contre. Tout dépend. Je pense qu'il y a toujours moyen de s'arranger. J'ai mal à mon Farfour, effectivement. Et du coup, tu connais Farfour, toi? Non, c'est pas ça. Ce serait... Alors, je t'explique. En gros, sur Internet, après, ça a l'air d'être vérifié quand même, il y a eu une propagande palestinienne à l'époque, par le Hamas, d'une sorte de programme de télévision, avec une sorte de Mickey qui s'appelle Farfour. Et ça existe vraiment, hein. Il y a quelques épisodes, il n'y en a pas beaucoup. Et le Fatah a même essayé d'empêcher ça. Ils étaient au siège de la télé, voilà. Et en gros, c'était une propagande où t'as une petite fille qui est présentatrice avec Farfour, et ils expliquent à quel point les Juifs sont méchants, à quel point ils ont tué le grand-père, à quel point ils ont tué Farfour d'ailleurs, ils ont tué Farfour. Et après, ils tuent tous les gens, et en fait, forcément, quand t'es un enfant, s'ils ont tué tes héros, et qu'on te dit que c'est les Juifs qui les ont tués, ça te donne envie d'aller combattre, tu vois. Et genre, c'est une formation de djihadistes pour les enfants. Non, mais j'avais vu, par contre, moi, ce que j'avais vu, c'était les 3 petits halouf. C'était les 3 petits halouf, et t'avais le grand méchant loup, c'était un juif avec un gros nez qui essayait de rentrer par la cheminée pour voler les pauvres petits halouf. D'accord, je connaissais pas ça. Je connaissais pas. Bon, et sinon, alors, comment tu vois l'avenir du coup, toi, de ton côté, là, avec tout ce qui se passe? Comment ça se passe, là, prochainement?
Honnêtement, je pense que c'est une guerre très importante et je pense que c'est une guerre qui est vitale pour Israël et j'espère qu'on ira assez loin et qu'on sera assez... qu'on ira assez loin pour les détruire totalement parce que franchement c'est invivable et surtout il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que là il y a la lumière qui est sur nous parce qu'il y a eu ça et que etc. Mais il y a des habitants des kibboutz du sud qui toute l'année vivent sous les roquettes et ont 8 secondes pour se cacher. La moitié des enfants souffrent de trucs post-traumatiques. Voilà. Et ce que je pense, c'est que ce qui est vraiment triste dans tout ça, c'est que si... Enfin, maintenant qu'on sait que c'est le djihad islamique qui a envoyé une roquette sur l'hôpital, eh ben, tu vas voir que ça, soit ça ne va plus intéresser personne, parce que si c'était vraiment le cas et que dès le début on avait dit le Hamas a envoyé une roquette sur l'hôpital, crois-moi que ça n'aurait pas fait le même scandale que les Israéliens. Et en réalité, les gens, est-ce que ce qui compte pour eux, c'est vraiment les Palestiniens ou est-ce que c'est lutter contre les Juifs? Même en France, j'arrive à me le demander. Honnêtement, hein, pas tout le monde, mais tous ces gens qui soutiennent dans la rue et tout, et ils ont vraiment, ils ont un côté, ils sont de leur côté. Et quoi qu'il se passera, peu importe la propagande, ils seront toujours du côté des Palestiniens, c'est tout. C'est la réalité. Et pour moi, ces gens-là, c'est des islamistes et c'est soit des collabos, soit des futurs terroristes. C'est tout, hein, c'est simple. C'est des futurs collabos, c'est-à-dire que soit ils seront avec les terroristes le moment venu, soit eux-mêmes, ça en deviendra. C'est tout. Il y a Fanatique qui me dit MDR va dire à ton président de laisser les Palestiniens tranquilles et l'affaire est réglée, mais vu qu'ils veulent pas, on va défendre notre terre. Mais Fanatique, t'es pas du tout en Palestine là, t'es en France ou en Dom-Tom ou au pire un pays autre. Mais je sais que t'es pas en Palestine parce que ça m'étonnerait fortement en fait. Je veux pas être méchant, mais genre sinon on va les aider parce qu'ils ont besoin de toi. Hein. Je veux pas être méchant, mais on va défendre ta chambre déjà parce qu'il y a Pascal le grand frère qui arrive là. Alors on me dit tiens, et j'espère que Hulkan, que tu vas ouvrir les yeux sur ton paradis éphémère et que tu vas revenir en France. De toute façon, les Arabes vous ont jamais saqué, alors autant que tu reviennes en France. Est-ce que ça te manque la France? Franchement, ça fait longtemps quand même. Là, il y a une partie de la France qui me manque, c'est-à-dire déjà la culture française, le fait de parler français, etc. Mais après, là, je m'imagine à Paris, dans un appartement, avoir en bas de chez moi une manifestation pro-Hamas après ce qui s'est passé. Honnêtement, je vais tuer quelqu'un, donc c'est mieux que je reste ici. D'accord. Mais non, franchement... j'aimerais bien pouvoir rentrer de temps en temps un petit peu en France. Je suis aussi français. Maintenant, le problème, c'est que ça va être... Attends, mais excuse-moi, on s'est trompé, non? Ah ouais, parce que... c'est pas le bon sachet. Ah ouais, il m'a donné un mauvais sandwich. C'est grave, hein, c'est grave. Hein. Alors du coup, tu disais... Et c'était quoi la question, excuse-moi? Effectivement, j'ai pas fumé, mais c'était une très bonne question en tous les cas. Je pense que c'était l'une des meilleures questions de la soirée. Et du coup, on a su y répondre. Je vais je sais plus ce que j'ai dit. Un sandwich spatial, exactement. Bon, j'espère en tous les cas que ça va le faire pour la suite. Moi, je vais essayer de voir avec Vincent Lapierre. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Parce que tu sais, il a fait un micro-trottoir où il s'est fait agresser. En posant des questions du coup sur Israël-Palestine, et je pense que ça pourrait être sympa en vrai, parce que tu sais, il a été pro-Soral, maintenant il l'est plus, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il a beaucoup évolué là-dessus, donc pourquoi pas, effectivement. Je t'aime bien, mais j'ai posé une question. Doc Dude, j'ai pas vu ta question, voilà, je regarde. Doc Dude, ah si, avec leur œil pour œil, dent pour dent, de chaque côté, ont-ils pas peur d'amener le monde dans la... Ah, très bonne question, est-ce que t'as pas peur d'une troisième guerre mondiale finalement? Bah écoute, c'est tout à fait possible. Hein. Avec ce qui est en train de se passer, les alliances qui sont en train de se former, l'Iran, la Russie, la Chine, contre l'Occident, honnêtement, c'est possible qu'il se passe une guerre mondiale, mais ce ne sera pas de notre faute à nous, tu vois. Mais c'est possible qu'on rentre dans une guerre mondiale rapidement. Ah bah là, ça a l'air de prendre une mauvaise tournure. C'est ce que... Tu sais que j'expliquais à ma femme hier en mode, je sais que t'es pas au courant, mais... Il y a un peu des attentats terroristes en France. Elle me dit oui, j'ai appris ça. Je lui fais ouais, mais alors du coup, c'est parce qu'il y a un conflit en Israël. C'est très compliqué avec la Palestine là, et du coup, les terroristes ils ont dit qu'ils attaquaient dans le monde entier. Et genre, franchement, je pense qu'elle a eu un temps où elle s'est dit merde,
C'est genre, elle a tilté, elle s'est dit, ah ouais, il y a un vrai truc en fait. Et j'ai dit, ouais, non, c'est sérieux là, on rigole plus là. Mais bon. Est-ce que tu as vu qu'il y a des ambassades françaises et anglaises dans le monde qui ont été encerclées par des musulmans alors que, excuse-moi, donc tu vois bien que eux ils savent de quel côté ils sont. Ah, mais clairement. Donc j'espère que les Français et les Anglais sauront de quel côté ils sont. Alors attends, il y a une autre... Alors attends, tu m'as donné... Ah oui, question, imagine... Ah bah attends, je regarde toutes vos questions des dons, excusez-moi. Il pense quoi des juifs noirs? Non, ça c'est déjà fait. Il imagine quoi comme futur pour Gaza à moyen terme? Pardon, j'avais pas vu. Et après, j'ai déjà fait Ah oui, j'ai déjà fait le ministre, ça c'est fait. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir de Gaza? Est-ce que tu as une petite vision pour Gaza? Ma vision, oui, c'est que honnêtement, on les fasse partir dans le Sinaï pour qu'on puisse avoir un petit peu plus de terrain de sécurité. J'aimerais qu'ils partent dans le Sinaï, qu'on leur fasse un beau petit village là-bas. Et moi, j'aimerais habiter à Gaza City, avoir un petit restaurant que j'appellerais chez Mahmoud. Je vivrais au premier étage. Et au rez-de-chaussée, je ferais du poisson frit, de la slata meshouya, et on kiffera nos races. Ouais, t'as intérêt à m'inviter au resto en tous les cas. Mais j'ai pas envie de crever à 350 km². Alors, il y en a un qui m'a dit, oui, pourquoi tu vas pas défendre ton pays? Alors, est-ce que tu peux défendre ton pays? Pourquoi t'es pas à l'armée? Est-ce que t'es militaire ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'es un lâche? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, le problème, c'est que je suis arrivé en Israël quand j'avais plus de 30 ans. Ouais. Donc, j'ai pas fait l'armée. L'armée, on l'a fait quand on a 18 ans. Et donc, forcément, je suis ni réserviste, ni rien. Mais voilà, c'est aussi si demande d'y aller, t'y vas. Si on me demande d'y aller, j'y vais. Et un truc que je ferai jamais, c'est partir pendant que mon pays est en guerre. Tu vois le délire? Je vois plein de personnes qui partent. Pour moi, c'est pas des vrais Israéliens. Je vois pas comment on peut laisser partir, laisser se battre les autres, partir et revenir après, tu vois. Après, il y en a plein qui reviennent aussi. Il y en a plein qui viennent de France pour aller en Israël aussi, pour aller se battre. Il y en a plein. Et ceux-là, il y a une sorte de... Ceux-là, c'est des vrais hommes courageux, quoi, tout simplement. Même des femmes aussi. C'est vrai que ça fait flipper de se dire. Moi, j'ai vu les images à l'aéroport ce matin, et genre, je me suis dit, ah putain, quand même, t'as des gens là, ils ont quoi? Ils ont 20 ans, 25 ans, et ils quittent tout en France. T'imagines, tu vas au taf, t'es là, bon, du coup, bah, je vais aller faire la guerre. Quoi? Bah oui, je vais aller à l'armée, du coup, je vais aller... Enfin, c'est un truc de dingue, quoi. Et tu te dis, bon, comment ça se passe dans ces cas-là? Tu vois, je dis, bref. Donc, si jamais un jour, il y en a un qui veut témoigner, moi, ça m'intéresse aussi de savoir ce que c'est d'être dans l'armée de Sahel ou quoi. Et, mais c'est vrai que c'est une dinguerie, en fait, quoi. Donc, on verra l'évolution de tout ça. Et alors, tiens, est-ce que les mecs de la LDJ vont rejoindre l'armée israélienne? Ceux qui sont réservistes, oui, j'en connais personnellement, là, qui vont rejoindre l'armée israélienne, ouais. D'accord, donc comme quoi, ça n'existe plus la LDJ, mais ou c'est toujours existant? Vraie question. Je suis pas trop, mais je pense qu'il y a encore. D'accord, ok, très bien. Eh bien, je crois qu'on a fait un peu le tour pour ce soir. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Un dernier petit mot, un message pour le peuple? Pour ton retour, parce que je vois que les gens sont très fans du camp, tu vois, et qu'est-ce que ça fait de revenir, tu vois, et te dire que les gens, ils t'attendent, qu'ils te réclament comme ça, tu vois, on a promis une deuxième émission, les gens étaient là, il est où le camp? Qu'est-ce que ça fait? Bah déjà, je trouve qu'ils ont raison, ils reconnaissent la qualité. Tout à fait. Et ça me fait plaisir, merci à vous. Vous êtes un bon public également. Tu comptes revenir, toi, sur Internet? Ou pas? Façon de parler vraiment de cette manière un peu plus... Ou pas non, pas du tout, non. Ouais, franchement, je me vois pas... Tu vois, avant, il n'y avait pas tous ces influenceurs et tous ces gens bizarres qui prennent de l'argent, qui font des placements de produits et tout. Toi, t'aurais été une star, hein. Franchement, ça aurait été la même époque. Bon, bref. Là, je me vois pas être au milieu de tous ces gens qui montent leurs fesses et tout. Non, ça y est, j'ai fait mon temps, ça méritait. Hein. Toi, t'étais dans une époque un peu Kaira d'Internet, c'était marrant. C'était bien cette époque, quand même, les canulars. C'était trop bien, hein. C'était incroyable. Hein. Je suis désolé, les gars. C'était une sacrée époque. On pouvait faire des centaines d'emails, on pouvait tout pirater. C'était incroyable. C'était n'importe quoi. C'est une belle époque. Ceux qui ont connu ça, franchement, je vous dis, c'était incroyable. Et ceux qui connaissent pas, allez voir l'interview du camp. Je vous invite à aller voir le documentaire aussi qu'on a regardé, The Patriot, qu'on a regardé dans le live. Je vous invite à aller voir cette époque des canulars parce que. Qu'on aime ou pas Hulkan, d'accord, le swatting c'est pas bien, mais c'est pas le même swatting qu'on a aujourd'hui, le swatting de l'époque, et malgré tout, il y avait quand même une sorte d'état d'esprit qui était très différent, et aujourd'hui ça a beaucoup changé, les débiteurs c'est pas la même équipe, c'est très différent. Puis surtout ça s'est démultiplié aujourd'hui, c'est pas pareil, quoi. À l'époque vous étiez quelques équipes, et puis voilà, vas-y Hulkan, je te rends la parole. Je voudrais dire que j'ai beaucoup de procès, alors déjà je tiens à dire que j'ai jamais fui la France.
J'ai été arrêté de nombreuses fois, j'ai été au tribunal de nombreuses fois, j'ai été interdit de sortir du territoire, j'ai eu des mises à l'épreuve, etc., etc. Je suis resté enfant, j'ai toujours tout fait. Simplement, de quoi je suis accusé maintenant, c'est des choses où j'étais déjà en dehors du territoire. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que bon, ils me lâchent pas. Hein. Je reçois des procès, mais sans arrêt. Là, je viens de recevoir une trentaine de plaintes qui datent d'il y a plus de 10 ans. Ah ouais. Et faut savoir que c'est des plaintes pour des trucs genre menaces de mort, etc., etc. Et des trucs pas très importants. Et également pour les hacks de Mediapart et de certains médias pro-palestiniens, tu vois, pour les avoir vite fait DDoS ou les avoir défacés rapidement. Et bah, je trouve que finalement, tous ces gens-là que j'ai attaqués à l'époque, j'avais raison, quoi. Tout simplement. J'avais raison parce qu'on voit aujourd'hui que finalement, on voit le Hamas, on voit ce que c'est, et que finalement, c'était pas forcément que unilatéral. Et donc, avec le temps, encore plus, ça me renforce dans le fait que je détenais la vérité à ce moment-là, tu vois. C'est tout. Et qu'il fallait bien que quelqu'un fasse quelque chose avec de maigres moyens, sans poser de bombes, sans violence, et en même temps que ce soit assez médiatique, et tu vois. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, je suis jugé comme le pire des criminels. C'est-à-dire que là, on est en train de me reprocher des trucs 10 ans après. J'ai vu des gens qui ont attaqué des députés menacés avec des couteaux, qui ont pris des 6 mois de sursis. Oui, toi, t'es un monstre parce que t'aurais. Moi, j'ai pris 2 ans et demi pour avoir envoyé une bouteille d'alcool à Martine Aubry. Donc, au bout d'un moment, s'il y a une justice, il serait temps d'équilibrer les peines. Il y a des violeurs, mon frère, qui prennent des 3 mois. Moi, j'en suis déjà 4 ans et demi pour des canulars. Là, ils vont me remettre encore une série. J'ai même pas été encore jugé pour le père. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Je vais pas prendre 250 ans pour des appels téléphoniques, d'accord? Il y a des violeurs, mon frère, ils prennent moi. Il y a des gens qui menacent avec des couteaux, qui tapent des vieilles, qui mettent des coups de couteau et qui prennent moi. C'est quoi ça? J'exige la justice, ok? Si vous êtes là pour me demander à ce que je me ramène devant les tribunaux, et dans ce cas-là, obtenez la justice. Il faut savoir que déjà, il y a plein d'affaires qui ont sauté et qui ont été recommencées parce qu'il y a eu 155 vices de procédure, que j'ai pas eu le droit de la défense pendant des années, etc. Et il faut comprendre que c'est pas normal d'être traité aussi injustement, tu vois, et d'avoir cette propagande sur Internet où les... C'est vrai que toi, t'es décrit comme un monstre, c'est ça qui est horrible en fait. Alors moi c'est pour ça, il y en a plein qui me disent oui, mais tu peux pas apprécier Hulkan. Ou sinon ils me disent t'as peur d'Hulkan, machin. Et en fait, non, c'est que Hulkan, le problème c'est que, effectivement, moi je trouve qu'on l'a beaucoup diabolisé, que ce qu'on lui reproche. Je peux entendre ce qu'il a reproché, ok, soit-il. Il y a eu la mort du papa, donc de Lecor, machin et tout. On peut pas trop en parler, parce qu'il y a, voilà, c'est pas fini encore cette histoire, donc malheureusement je peux pas trop détailler. Mais enfin, moi je peux en parler, mais Hulkan, je pense pas qu'il puisse s'exprimer là-dessus. Mais en vrai, j'ai du mal à concevoir qu'il soit vu comme un monstre absolu, alors qu'il y a quand même... Enfin, je comprends le côté harcèlement, les insultes, machin, la grand-mère, tout ce que vous voulez, pas de soucis, mais genre, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a une sorte de démesure, en fait. C'est genre, on le traite comme un criminel, et tout le monde dit d'ailleurs qu'il est en fuite, mais non, parce qu'il y a un message qui a popé tout à l'heure, genre, il est recherché en France, il est pas recherché, c'est juste qu'Israël veut pas le renvoyer, et qu'effectivement, il y a un accord avec son pays, donc du coup, enfin, avec le pays qui l'accueille, du coup, parce que son pays, c'est aussi la France, mais de facto, en fait, il est pas recherché, ça voulait, il est pas en mode cavale, tu vois. Donc, à un moment donné, c'est une vraie démesure, quoi. Je te rends la parole. Oui, voilà. Et puis, non, mais j'aimerais juste une justice équitable, tu vois. Il n'y a personne qui a été jugé pour des DDoS ou des défaces rapides qui mettent des 3 ans, pour des menaces de mort. Je connais personne qui a pris des 4 ans et demi, ça n'existe pas. Tu comprends? C'est au bout d'un moment, il faut que la justice, elle soit juste. Il faut arrêter que les journalistes soient à la fois jugés partis, tu vois. Parce que franchement, et en plus le truc de la mort de Lecor, excuse-moi, moi j'ai 2 maladies cardiaques. Premièrement, j'ai une arythmie qui s'appelle Wolff-Parkinson-White. J'ai été électrochoqué 2 fois au cours des 2 derniers mois. J'ai été 8 fois aux urgences pendant la nuit. Je fais aussi de la fibrillation auriculaire. J'ai mon cœur qui va à 230. J'ai failli mourir plein de fois. Et je vis sous les bombes. J'ai mon cœur qui part à 200, ok ? Et il y a quelqu'un qui aurait reçu un coup de téléphone et il aurait fait une crise cardiaque un mois après, c'est ma faute? C'est ça?
C'est vrai que c'est un peu... Donc au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Ceux qui rentrent dans ça, c'est pareil, c'est des islamistes. Point final. Non, t'abuses. Parce que personne, ça aurait été l'inverse, ça aurait été le petit Mohamed. Dis pas que c'est des islamistes, c'est pas vrai. Ça aurait été le petit Mohamed qui aurait appelé un policier d'Abac. Le policier d'Abac serait mort un mois après. On aurait dit c'est la faute du petit Mohamed. La rue entière, elle serait dehors en train de crier révolution. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est la réalité. Là-dessus, je suis d'accord. Mais... Ah, il nous a manqué. Non mais en gros, c'est pas tous des islamistes, mais par contre, il y en a plein qui se disent oui, machin et tout. Moi, je suis plutôt d'accord avec toi, malheureusement. C'est-à-dire que je pense pas que tu tues quelqu'un avec un coup de téléphone. Enfin, même un swatting, tu vois, je veux dire, bon, faut pas déconner. Surtout quelques jours plus tard, parce qu'il n'est pas mort tout de suite. Hein, je crois qu'il y a eu un premier choc, après il est mort quelques jours plus tard. Donc un mois après. Voilà, c'est ça. Donc il y a un moment donné où c'est malheureusement, c'est pas aussi simple que genre, il est mort parce qu'il y a eu le swatting. Et malheureusement, moi je ne sais pas, la justice décidera, moi je ne suis pas la justice, donc je ne peux pas me prononcer, mais selon moi et mon avis, malheureusement, c'est vrai que... Voilà. Par contre, je ne pense pas que tous ceux qui croient qu'il a tué le corps, ce soient des islamistes. Je pense que là, il exagère, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Donc, voilà, Ulcan a-t-il des informations sur la position de Cisjordanie vis-à-vis du conflit ? Je lui demande quand il est de retour, et après, ce sera la dernière vraie question. Voilà, il y en a qui demandent, voilà, preuve du... électrocardiogramme de Ulcan. Voilà, vous pouvez le hacker au niveau du cœur, désormais. T'as les drôles de constantes, effectivement. C'est pas très rassurant. Et dernière question, du coup, ton avis sur la position de la Cisjordanie actuellement ? Après, écoute, c'est des gros hypocrites, parce que d'une part, Mahmoud Abbas, lui, il est super content, vu que le Fatah, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est l'ennemi juré du Hamas. Et donc, d'un côté, il peut pas... rentrer avec l'ennemi israélien, sinon il serait complètement discrédité par la rue. Et en même temps, il peut pas, il n'est pas du côté du Hamas. Donc, les gens dans la rue là-bas en Judée-Samarie, les Arabes, ils sont en train de crier Israël assassin. Et ils vont peut-être rentrer dans une intifada, hein, pourquoi pas, parce qu'il y a des collègues qui ont attaqué un hôpital et qui disent que c'est nous. Mais en tout cas, ils sont pas poussés par Mahmoud Abbas, parce que ce que veut Mahmoud Abbas, c'est la destruction du Hamas. D'accord. Donc, ouais. Donc, tant mieux. En gros, il y a des intérêts communs pour éviter que ça parte totalement en couille, quoi. Et très bien. Et alors, une dernière question, du coup. On dit que tu as déjà été condamné, semblerait-il. Est-ce que tu as été condamné ou c'est toujours en jugement, cette histoire, du coup ? Non, j'ai jamais été condamné pour ça. Et j'ai été condamné pour d'autres choses. Voilà. Mais j'ai pas été condamné pour ça. Et c'est pas pour rien, du coup, que dans l'interview d'Ulcan que vous avez sur ma chaîne, je vais la remettre en public parce que je l'avais mise en privé parce que j'avais été banni sur Twitch à cause de cette interview. Mais en gros, dans cette interview, on n'évoque pas l'affaire Le Corps pour la bonne et simple raison que c'est encore en jugement et que malheureusement, du coup, on pouvait pas en parler. Voilà, tout simplement, parce que c'est ce sujet qu'on ne peut pas évoquer. Il est pas libre d'en parler avec son avocat, sinon il va l'enculer. Donc du coup... Ouais, j'en parle pas, mais je dis juste que c'est complètement incohérent d'être accusé de meurtre pour un truc comme ça. Je veux dire, il devrait avoir, tu vois, des grades dans la justice. Faut arrêter, quoi. Au bout d'un moment, de profiter du malheur de quelqu'un pour me le mettre sur le dos, c'est trop, tu vois. Très bien. Eh bien, ce sera... la dernière intervention de ce soir, je vous mets l'interview d'Ulcan, du coup, que je remets en ligne désormais. Elle était pour les membres surtout parce que j'avais peur à l'époque parce que j'étais en paranoïa avec Twitch. Et du coup, je vous mets l'interview disponible désormais, comme ça vous pourrez la retrouver pour ceux qui voulaient la voir. Normalement, je crois que dans la première partie de l'interview, il y a The Patriot, le documentaire sur Ulcan. Je crois, il me semble qu'on fait ça, et je suis plus sûr, mais normalement, ça doit être ça. Et si c'est pas ça, c'est pas grave, vous aurez l'interview toute seule et puis vous aurez d'autres trucs après. Voilà, je serai très content. Je remercie Ulcan et je te souhaite bon courage pour la suite, du coup, en espérant que tout se passe bien, hein, vraiment. Et puis, tout azur, Claudie, je vous souhaite à tous une bonne soirée.